j'ai vécu la situation sûrement la plus difficile, où on n'était pas loin finalement de fermer les portes et d'être complètement ruiné, ou quand je me suis retrouvé finalement à tout perdre à 29 ans parce que je me suis séparé, j'étais SDF, à aucun moment je me suis dit c'est foutu en fait. J'ai jamais envisagé ou pensé que j'étais dans la merde. Quand on est persuadé qu'on va réussir, on se pose même pas la question des risques potentiels qu'on pourrait rencontrer à travers le parcours. Quand on commence à s'habituer à vivre des difficultés et à les passer, on s'aperçoit qu'effectivement les difficultés, ça fait simplement partie des étapes. Peu importe la difficulté, ça nous empêchera pas d'atteindre l'objectif. C'est l'état d'esprit qui va permettre à la personne ou non de pouvoir acquérir les compétences et les connaissances techniques. S'il n'a pas l'état d'esprit qu'il est en adéquation avec l'objectif qu'il s'est fixé, la conséquence à ça, c'est qu'il n'atteindra pas les compétences techniques qu'il a besoin pour réussir. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Romain. Salut Alec. Tu vas bien ? Ben super bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait super plaisir de te voir ici pour cet épisode, pour ce podcast. Romain, tu as énormément de cordes à ton arc, plusieurs casquettes. Tu as été champion du monde online de poker avec le plus gros record de gains en live effectué avec plus de 500 000 $. Tu as aussi créé un centre de formation unique au monde autour justement de cette discipline et de la performance. Tu as formé aussi le champion du monde de poker actuel, Léo Soma. Et il y a énormément de choses qu'on pourrait écouter dans ton parcours. Aujourd'hui, on va pas parler que de poker. On va parler de performance, on va parler de psychologie, on va parler d'entrepreneuriat au sens large, on va parler de ton parcours, des différentes choses que tu as pu mettre en place et que tu vas mettre en place grâce à ces compétences acquises. Et aussi, faut savoir que ça fait maintenant à peu près 8 ans, peut-être plus, qu'on se connaît, qu'on s'est suivi un petit peu mutuellement de loin, etc. Donc ça fait super plaisir de t'avoir ici face à moi pour un épisode qui va, j'en suis sûr, être assez incroyable et qui va aider plus d'une personne. Donc merci d'être ici, et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter, puis ensuite on va démarrer. Déjà merci de m'avoir invité. Effectivement, j'espère que ce podcast va être top. En tout cas, je vais tout faire et je vais tout donner pour que ce soit le cas. Je voulais spécifier une chose, que j'ai pas formé Léo Soma, c'est-à-dire on a formé, c'est-à-dire que j'ai créé une structure dans l'objectif de mettre à disposition tout ce qu'il fallait pour que l'ensemble des joueurs présents puissent atteindre le plus haut niveau possible. Et c'est un travail d'équipe. Ouais. Ça, c'est super important dans la vision que j'ai du coaching, de la performance, du mentorat, de prendre en considération cette force qu'on peut mettre en place, qui est justement d'associer un ensemble de compétences de plusieurs personnes qui peuvent accompagner les performeurs. Complètement d'accord. Ouais. C'est bien que tu le spécifies directement, c'est que c'est la somme de l'accompagnement collectif qui fait justement le résultat pour lui et pour les autres. Et dans un coaching, dans un accompagnement, dans un cadre, et on en parlera, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour pouvoir tirer le plein potentiel d'un individu ou d'une initiative. Ouais, il y a un terme à ça, c'est l'interdisciplinarité, qui existe malheureusement absolument pas dans l'éducation nationale pour former et apprendre des métiers. Mais c'est quelque chose qui est effectivement fondamentalement très important dans la démarche que j'ai, puisque je considère que c'est l'addition d'un ensemble de connaissances et de compétences qui permettent d'atteindre la haute performance. Et dans cet ensemble de connaissances, il y a des éléments communs, quelle que soit l'activité que la personne va entreprendre. C'est-à-dire que ce que les joueurs de poker ont besoin pour performer et exceller, on va le retrouver également aussi dans l'entrepreneuriat, dans le football, dans absolument tout ce qui existe. Totalement d'accord. Et justement, selon toi, qu'est-ce qui fait la performance d'un individu ? Pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet, puis ensuite on ira plus en profondeur sur certains de ces éléments. Alors, question, est-ce que je réponds à ta question ? Ou est-ce que tu veux simplement que je me présente quand même rapidement, parce que du coup j'ai rebondi sur l'interdisciplinarité et ma vision, et du coup je me suis pas présenté dans les grandes lignes, c'est toi qui me dis. Vas-y, t'as tout à fait raison, présente-toi, on est rentré directement dans le vif du sujet. Ouais, mais c'est parce qu'on a envie de parler de plein de choses passionnantes, donc forcément des fois on va oublier, il va falloir qu'on se recadre mutuellement pour pas oublier de faire les étapes les unes après les autres. Donc ouais, je vais évidemment parler des grandes lignes.
Romain Hussman, j'ai 36 ans aujourd'hui et j'ai 4 ans d'expérience entrepreneuriale à travers la société de formation de poker que j'ai mise en place, qui est assez particulière, mais j'en reviendrai plus tard. Remarque, je peux en parler tout de suite, ça peut être intéressant vu que l'objet de la mission, c'est parler de performance et entrepreneuriat. En fait, le milieu des entrepreneurs, des VC, des studios est quelque chose qui me passionne énormément. Et j'ai cherché à essayer de m'inspirer de ce qu'ils font pour l'appliquer dans le milieu du poker. Parce que dans le milieu du poker, il y a quelque chose de super important, c'est le stacking, donc c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des business angels ou des gros joueurs de poker qui vont investir leurs propres capitaux sur des joueurs déjà profitables dans l'objectif de générer des profits sur ce qu'ils vont pouvoir faire plus tard. Donc comme un VC qui va investir dans une startup et qui vont faire un multiple en fonction de l'exit qu'ils vont dégager derrière. Et donc j'ai répliqué ce système justement en proposant de former les joueurs, donc de leur donner des compétences, d'investir les capitaux nécessaires pour qu'ils jouent et pour qu'ils soient dans la capacité à se former, et en contrepartie d'avoir une équité sur les profits qu'ils vont réaliser plus tard sur une échéance entre 1 an et 3 ans. D'accord. Donc il y a une similitude avec l'univers des VC par rapport à ça. Et des startups évidemment, et ce qui m'a permis d'acquérir un certain nombre d'expériences et de voir qu'il y a aussi des similitudes sur les problématiques qu'on retrouve dans le milieu des VC avec les startups, principalement des conflits d'intérêts, et également qu'on retrouve avec le modèle qu'on a mis en place avec les joueurs de poker. Ok, donc ça c'est ce qui a été mis en place ces dernières années, c'est super intéressant, on va y revenir et ça a permis de générer beaucoup de résultats, que ce soit au travers des différentes personnes que vous avez accompagnées, de la structure que tu as établie et des compétences que tu as acquises, des connaissances que tu as su accumuler pour justement créer ta vision du futur, on va en parler aussi. Mais avant ça, avant de parler aussi de ce qui fait la performance chez un individu et plein d'autres éléments, je sais que tu as un parcours assez hors du commun. Il y a eu des hauts, des bas, etc. On s'est connus plus ou moins, nous, en 2016, été 2016, juillet 2016, lorsque j'allais à Bordeaux pour un séminaire de trading, etc. Tu étais déjà dans le poker, tu étais aussi un petit peu dans le trading et autres. On avait pas mal échangé, pas mal discuté. À cette étape-là, à ce moment-là de ta vie, tu avais pour projet, il me semble, déjà d'aller en Thaïlande et tu étais en réflexion, tu mettais en place des choses pour. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phase de ta vie, sur ce parcours semé d'embûches, sur l'avant 2015-2016 où justement tu veux devenir joueur de poker professionnel et vivre et créer ta carrière autour de tout ça, c'est super intéressant. Tu sais, souvent sur Instagram ou dans des vidéos YouTube, on voit uniquement la phase visible de l'iceberg, on voit la réussite, on voit les gains, on voit une infime partie du processus qui fait la réussite d'un individu quel qu'il soit, mais on voit pas en tout cas la phase où il prend la décision et il va établir le chemin pour pouvoir arriver à. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette phase entre 2015 et 2019, le moment où tu vas justement devenir champion du monde de poker, sauf erreur de ma part, et ensuite, du coup, tu vas créer ce centre de formation pour continuer à avancer et du coup, en 2022, par exemple, le sacre de l'un de tes élèves que vous avez pu contribuer à accompagner et pas mal d'autres choses. Alors déjà, la réflexion, elle est antérieure à 2015. C'est-à-dire que j'avais déjà eu un début de carrière de joueur de poker de 2008, 2009 à 2011. D'accord. Que j'avais arrêté parce que j'avais rencontré à l'époque mon ex-femme. Et donc, il fallait trouver un métier qui soit plus conventionnel. Okay. Et ça, je pense que beaucoup de gens doivent connaître ça. Donc, j'ai arrêté justement ma carrière de poker 2010-2011. Et je l'ai reprise au moment où on s'est séparés. Et au moment où on s'est séparés, c'était justement quand on s'est rencontrés, c'était 2015, hein, si je ne me trompe pas 2016. Et en fait, à ce moment-là, j'ai simplement repris ce que j'avais démarré précédemment. Et donc, ma genèse, elle vient du début de l'âge adulte. Et c'est cette volonté de trouver une activité où j'éprouve du plaisir et de la passion à la pratiquer. D'accord. Parce que je ne conçois pas travailler dans quelque chose si ça ne me procure pas du plaisir. Ça, c'était quelque chose qui était super important. Et j'ai trouvé justement ma voie là-dessus au départ. Quand j'étais jeune, c'était dans le sport, je faisais du parapente. Et malheureusement, le parapente, si tu veux gagner de l'argent, en fait, il faut déjà que tu sois extrêmement riche. Parce que tu n'as pas énormément de moyens pour trouver
un système qui puisse te permettre de générer des profits. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire du poker, parce que le poker était très lié à un système de jeux vidéo, et le jeu vidéo est très attractif, c'est très entertainment, donc je me suis retrouvé là-dessus. Et donc quand j'ai repris en 2015, en fait, je me retrouve dans une situation un peu particulière, parce que j'ai absolument tout perdu au moment où je choisis de divorcer avec mon ex-femme, puisque j'étais à l'époque pâtissier, parce que j'avais trouvé ce fameux métier conventionnel qui m'allait bien, et parce qu'on peut aussi avoir un côté très discipliné, très structuré, que je retrouve finalement dans toutes les disciplines que je fais, que ce soit le poker et le trading également, on retrouve ça. Et en l'occurrence, moi, j'étais pâtissier, j'ai tout arrêté, donc j'ai lâché mon boulot, j'avais plus d'endroit, j'avais plus aucun meuble, ma seule valeur en fait au final c'était mon ordinateur pour jouer au poker, et je me suis retrouvé à me dire ok, reprends justement ton rêve initial de devenir un grand joueur de poker et repars de zéro. Sauf que forcément c'était pas la même chose, parce qu'il s'était passé 5 ans. Donc le poker avait évolué, et surtout c'est que j'étais pas du tout dans les conditions pour performer, puisque j'avais 2 à 3 000 euros de capitaux, j'avais pas d'appartement, donc il fallait que je retrouve des gens, en l'occurrence mes amis et ma famille, pour m'héberger. Et en plus de ça, il fallait que je sois en capacité à réacquérir les compétences pour pouvoir être performant au poker. Donc ça, c'était super dur, et j'ai tout de suite en fait pris conscience que c'était indispensable que je parte de la France pour pouvoir trouver un pays où le coût de la vie, donc les spending au quotidien, puisse me permettre de me capitaliser le plus possible. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à la Thaïlande, parce que la Thaïlande, en gros, avec 10 000 euros par an, on peut vivre très confortablement, enfin pas comme un riche, mais on va avoir le même niveau de vie que si on va dépenser 20 25 000 en France. Donc ça me paraissait une évidence de partir là-bas pour pouvoir justement me laisser le temps de reconstruire mon capital et de pouvoir être le meilleur possible au poker. Donc voilà comment j'ai structuré ma réflexion. Donc je l'ai quand même pensé en essayant de me donner un maximum de chances de réussir. D'accord, je vois. Donc tu pars quand en Thaïlande ? 2016, justement, été 2016. Un an après, en fait, au moment où je perds tout, j'ai à peu près un an qui se passe pour pouvoir obtenir les 15 000 euros nécessaires, parce que j'avais estimé que 15 000 euros, ça me permettait en fait d'avoir un an devant moi et d'avoir un capital de base pour pouvoir jouer au poker, parce qu'en gros, c'est comme n'importe quoi, on a besoin d'investir des capitaux pour pouvoir générer plus de profits. Ok, donc finalement, quand tu me dis ça, je me rends compte qu'on se rencontre seulement quelques semaines avant que tu partes, parce que je te confirme que c'était bien été 2016. Ah oui, ok. Donc ouais, je me souviens encore, tu étais sur une des dernières fois que je t'ai vu, ou la première fois que je t'ai vu, tu étais sur le bord de l'arche de la maison de cette immersion. Oui, on discutait, etc., sur différents sujets. Et c'était juste avant, ou quelques semaines avant que tu décides de partir. Et quand on a un projet tel que celui-ci, parce que quand tu pars et quand tu veux te dédier à cette passion qu'est le poker, on le comprend par ton parcours, on le comprend par ta personnalité, c'est pas juste pour être un joueur de poker, c'est vraiment pour devenir le numéro 1 et pour aller vivre pleinement cette passion. Mais dans quel mindset finalement on est, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage ou un peu de folie, dépendant comment on voit la chose, pour oser partir finalement avec un sac à dos, quelques milliers d'euros, son ordinateur portable, dans un pays peut-être qu'on ne connaît pas forcément, ou du moins qui n'est pas son pays initial. La plupart des gens peut-être qui nous écoutent et qui voient cet épisode se posent la question. Ça, c'est en fait un trait de personnalité que tu vas retrouver chez tous les champions, quelle que soit la discipline qu'ils exercent, et même les entrepreneurs également, c'est la croyance en soi, en fait. C'est d'ailleurs malheureusement très souvent perçu comme de l'arrogance ou un air de prétentieux, alors que pas du tout. Alors après, c'est vrai que la limite est difficile à visualiser d'un point de vue de l'extérieur. Mais en fait, quand on est persuadé qu'on va réussir, on ne se pose même pas la question des risques potentiels qu'on pourrait rencontrer à travers le parcours. Et aussi, l'expérience va le confirmer évidemment très souvent, si on ne l'a pas encore vécu, mais en gros, quand on commence à s'habituer à vivre des difficultés et à les passer, on s'aperçoit qu'effectivement les difficultés, ça fait simplement partie des étapes, et que
peu importe la difficulté, ça ne nous empêchera pas d'atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Donc, plus le temps passe, en fait, et plus cette croyance va se nourrir naturellement, en fait, alors qu'à la base, elle n'avait pas vraiment de théorie concrète d'exister, puisqu'il ne s'était rien passé pour le prouver qu'effectivement, on allait réussir. C'est les fameuses prophéties autoréalisatrices. Et ouais, c'est ça, c'est cette fameuse croyance en soi. Je l'ai toujours eue depuis que je suis gamin. Alors, pourquoi elle s'est construite ? Ça, j'ai pas assez de recul nécessaire et d'introspection pour déterminer exactement comment elle est arrivée chez moi. Par contre, je la vois chez toutes les personnes qui performent à très haut niveau. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et elle peut, en tout cas, c'est mon point de vue, elle peut se créer plus tard dans le temps. C'est pas parce qu'on l'a pas eu quand on est enfant que c'est terminé, on ne peut plus l'avoir. J'ai, chez certaines personnes que j'ai rencontrées, cette croyance qui est arrivée assez tardivement. Alors, par contre, effectivement, il y a un pattern assez commun sur ces gens qui vont l'obtenir. C'est très souvent lié à des traumas, à des événements tragiques, difficiles, qui vont malheureusement, généralement, amener la personne à s'effondrer et un peu errer dans leur vie et être perdue, ou bien justement en tirer une force et devenir quelqu'un qui va se donner les moyens d'atteindre des objectifs et des ambitions très élevées. Ouais. D'accord, ok, très clair. Et je sais qu'entre 2016, le moment où tu vas partir en Thaïlande pour justement vivre ce rêve et par la suite le réaliser, il se passe quand même une phase assez longue pendant 3 ans jusqu'à 2019 où c'est assez compliqué et tu dois justement faire face à pas mal de challenges. Est-ce que tu peux nous en parler de cette phase-là ? Ouais, je pense qu'on pourrait dire que c'est une étape assez classique, c'est-à-dire toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. C'est une phase qui est cohérente et logique avec la situation que j'avais. C'est-à-dire que je reprenais de zéro mon activité de poker, même si j'avais eu de l'expérience avant, c'était incomparable. Et avant, je n'avais jamais été à très haut niveau non plus. Sur les 3 années, j'avais dû générer 100 000 euros, ce qui est déjà bien en partant de zéro, de pouvoir créer de la valeur, etc. Mais c'est incomparable avec aller chercher des profits identiques, mais sur une échéance de 12 mois, quoi. Donc ouais, la raison pour laquelle il y a eu ça, c'est qu'il a fallu beaucoup de temps pour que je puisse me former. Et finalement, c'est valable dans tous les métiers. Et je pense que ça, c'est une erreur qu'on retrouve assez souvent chez les gens, c'est-à-dire le fait de sous-estimer l'importance de prendre le temps d'apprendre. Voilà, donc il m'a fallu 3 ans pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires et en extraire de la valeur derrière. Et en fait, une fois qu'on atteint cette phase-là, ça va super vite. C'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai dû stagner entre 15 et 20 000 euros de profit annuel sur ces 3 années-là. Et après, c'est monté tout droit, quoi. C'est-à-dire que la 4e année, j'ai dû faire entre 80 et 90 000. Et après, j'ai fait... je me souviens plus exactement des chiffres, mais c'était plus de 200 000 les années d'après, quoi. Ok, d'accord. Je vois, c'est extrêmement intéressant ce que tu évoques parce que finalement, vu qu'on s'est rencontré dans une phase où toi comme moi, on allait démarrer un nouvel axe. Moi, tu vois, c'était avec la partie entrepreneuriat, marketing digital, puis après formation et tout ce qu'on a mis en place. Et toi, avec la partie poker, il nous a aussi fallu un certain temps, plusieurs années, pour pouvoir en arriver là où on en est. Et la plupart des gens, lorsque en 2019, 2020, c'était l'apothéose, en particulier en 2019, où tu as l'impression que tu sors de nulle part et puis tu es dans des séminaires, tu es sur scène et autres, ils disent c'est incroyable, tu as fait ça en seulement 1 an. Mais la réalité, c'est que non, tu n'as pas fait ça en seulement 1 an. Il y a tout le travail en amont qu'il faut mettre en lumière et qu'il faut prendre en compte. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que la plupart des gens vont se concentrer uniquement sur la partie visible de l'iceberg et se dire « Waouh, en fait, il a eu de la chance » ou « Waouh, quel talent, comment il a fait pour faire ça en si peu de temps », etc. Et consciemment ou inconsciemment, faire abstraction de tout le processus qui est obligatoire et qui fait qu'on arrive à en y arriver là, finalement. C'est quelque chose qui est assez connu aujourd'hui, c'est les biais cognitifs. Et en l'occurrence, celui qui est lié avec ce que tu évoques, c'est le biais de Dunning-Kruger, c'est-à-dire que quand on n'a pas la big picture, c'est-à-dire l'ensemble des informations permettant de pouvoir évaluer quelle est la manière d'atteindre l'objectif qu'on a recherché, en l'occurrence si on veut être un performeur, quel que soit dans le domaine qu'on a pris, du coup on va avoir une image tronquée. Et on va se dire, il va me falloir quelques mois pour le faire. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et très souvent, c'est ce qui amène à ce que les gens s'arrêtent au cours de leur parcours en se disant, je ne sais plus où je vais, je suis perdu, combien de temps il va me falloir. En plus, ils prennent rarement les bonnes décisions sur les méthodologies d'apprentissage
de manière à être efficaces justement dans leur acquisition de compétences, et c'est ce qui amène justement à autant d'échecs, enfin en tout cas c'est mon analyse que j'ai, à autant d'échecs de la part des personnes qui se définissent un objectif et qui finalement l'atteignent jamais, quoi. Totalement d'accord. Si on en revient à ton parcours, donc 2016-2019, c'est complexe, etc. La suite de quoi 2019, ça se débloque, ça se passe bien et c'est chouette. Si on fait le zoom sur la phase où tu deviens champion du monde de poker online et que tu fais justement ce fameux record en live de 500 000 $ de gains, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à décrocher ce record plus qu'un autre selon toi? Alors déjà, je pense que c'est intéressant de faire le lien avec ce que tu viens de me dire juste avant. C'est-à-dire que c'est une conséquence d'un ensemble d'éléments qui m'a permis d'atteindre ces résultats. En fait, j'ai eu un nombre de tentatives je me souviens parce qu'effectivement, en fait, cette phase-là, elle corrobore avec le moment où j'ai lancé ma startup. C'est-à-dire que quand je lance ma startup, donc je forme des joueurs à devenir professionnels et à devenir joueurs de haut niveau. Je suis moi-même dans cette démarche-là personnellement, donc je continue à être joueur professionnel et performeur. Et en plus de ça, je suis entrepreneur, donc il faut que je gère la boîte. Et je connaissais rien d'entrepreneuriat. Donc j'avais 3 missions. Et en général, souvent, on dit qu'il faut être concentré sur une seule. Et je suis tout à fait d'accord. Après, je me suis retrouvé là pour des circonstances un peu particulières. Et j'avais évidemment pas conscience de la difficulté dans laquelle je me lançais. Sinon, je pense que d'un point de vue rationnel, j'aurais au moins pris le temps de savoir si c'était judicieux ou pas. Parce que si on est en train de courir après 3 moutons, il y a des chances qu'on en trouve 0. Et alors évidemment, j'en étais pas conscient, donc du coup je l'ai fait. Et c'est aussi ce qui a été bénéfique pour moi parce que j'ai vécu tellement de difficultés. En l'occurrence, 1 an avant mon titre de champion du monde en 2019, quand je lance Nutser, donc le centre de formation, on a levé en fait auprès d'un investisseur 600 000 €, donc pour une valorisation de 2 millions, puisqu'il a pris presque un tiers des capitaux, enfin de l'équité. On lance en avril avec un projet donc, de fonds de 600 000 €. Et en fait, en juillet-août, on apprend qu'il se retire pour des raisons qui n'ont pas de rapport directement avec ça. Il y a des problèmes personnels avec une autre personne. Conclusion, on perd notre investisseur qui n'avait investi que 200 000 à ce moment-là. Sauf sur que les 600 000. Voilà, sauf que tu as un business plan, des prédictions et des actions qui... Et voilà, donc on avait déjà cramé les 200 000 en fait. On avait cramé les 200 000 et on attendait le nouvel apport des 200 000, parce qu'il devait le faire en 3 fois. Donc au moment où on apprend ça, évidemment on se dit qu'est-ce qu'on fait, donc c'est très compliqué. En plus de ça, il y avait des compétitions en même temps assez importantes de championnat du monde à Las Vegas de poker, plus fallait gérer les joueurs, plus fallait gérer l'entrepreneuriat. Donc c'était un bordel sans nom. Et là, après, justement, en fait, dans ces phases-là, ça fait partie d'une des spécificités de mon profil, c'est-à-dire que je suis très analytique et j'ai pas de perte de contrôle émotionnel ou ce genre de choses qui m'amènent justement à potentiellement prendre des mauvaises décisions. Et je cherche vraiment à trouver la solution la plus optimale. Alors parfois, ça l'est pas, mais en tout cas, par rapport aux données, aux data que j'ai, je vais chercher à être le plus efficace possible. Et il y avait une particularité aussi personnelle, c'est que ma femme était enceinte de mon premier enfant de quelques mois. Et au moment où on perd justement l'investisseur, je suis avec un associé, je prends la décision de mettre mes propres fonds. Mais le problème, c'est que j'ai pas énormément de fonds, j'avais 60 000 €. Donc quand tu dépenses 20 000 € par mois de spending sur la société, plus des possibles investissements pour essayer de mettre en avant ta marque et de trouver des clients, c'est pas évident. Et on s'est retrouvé donc dans une situation très rapidement de manque de cash flow. J'avais même plus assez. Alors évidemment, ça je le cachais à mes élèves parce que le but c'était pas de les perturber. Le but c'était qu'ils soient eux dans une situation où ils soient le plus performants possible et que ce soit à moi de gérer ces problèmes. Ça les concernait pas qu'on ait perdu l'investisseur. Évidemment, on leur a pas dit. Mais pas parce qu'on voulait leur mentir, parce qu'on estimait que c'était évidemment la meilleure chose à faire pour qu'ils ne soient pas impactés négativement par rapport à cette nouvelle-là. Et en l'occurrence, ça a été extrêmement difficile à gérer, parce que là, pour le coup, c'est la phase... Enfin, j'avais encore jamais fait de très haute performance, mais je considère vraiment que vivre une situation comme ça, aussi engageante financièrement, personnellement, professionnellement, avec aussi peu d'expérience sur tous les domaines, pour moi, c'est vraiment la très haute performance de réussir à gérer tout ça.
Et au final, dans cette phase-là, j'ai réussi à faire ma première grosse performance de 175 000 € au mois de septembre, donc quelques mois après la perte de l'investisseur. Et ça a été fondamental parce qu'il me restait de quoi payer les dépenses du mois. Et si je faisais pas ce résultat, on faisait banqueroute pour la boîte, mais personnel aussi. Et on devait dire à tous les joueurs de rentrer chez eux, sachant que notre centre de formation est implanté géographiquement au Cambodge. Donc ça veut dire que les mecs qui étaient venus, s'étaient engagés, avaient suivi la vision que je leur avais proposée de France pour venir au Cambodge. Quelques mois après, je devais leur dire, les gars, c'est fini, quoi. Donc c'est quelque chose aussi qui peut générer une pression tellement forte qui peut nous amener justement à pas être performant. Et c'est là où, pour moi, justement, c'est fondamental. C'est, si tu veux savoir quelqu'un qui est performant, regarde-le dans un état de difficulté majeure et vois comment il gère cette difficulté. Et là, pour le coup, j'ai réussi, et heureusement, parce que sinon, je serais peut-être même pas en train de discuter avec toi maintenant. Et effectivement, 1 an plus tard, je réitère une performance, puisque je gagne un titre majeur en ligne. Ce qu'il faut savoir dans le poker, c'est qu'il y a quand même une part de variance, et n'importe qui peut gagner un gros résultat. Par contre, quand tu commences à répliquer des performances les unes après les autres, là, ça commence à non plus être de la chance, mais être de la compétence, quoi. Ouais, totalement. Totalement d'accord avec toi. Par curiosité, quand tu dis ces gens étaient engagés avec nous, ils viennent en Cambodge, etc., ils sont engagés sur une période de combien de temps en moyenne ? Alors à l'époque, c'était... je crois que c'était 1 an et demi, mais je suis pas sûr parce que ça a changé. Hein. On a changé les conditions, mais je crois que c'était 1 an et demi, si je me trompe pas. Ok, donc c'est quand même des durées assez considérables et c'est un changement de vie majeur. C'est obligatoire parce que en fait, si tu veux former quelqu'un, il faut du temps. Totalement. Donc, au début, il va pas gagner d'argent, il va avoir même potentiellement t'en faire perdre. Donc si toi, tu génères tes profits sur ses profits, si l'échéance est trop courte, en fait, ton business plan, il peut pas fonctionner. D'ailleurs, c'est la même chose pour les startups. Si la startup elle génère pas de profit, le VC n'en générera jamais, quoi. Ouais, non, mais totalement. Pour redonner du contexte à tout ça, que tout le monde comprenne, donc avec ce centre de formation, la marque Nutser, etc., ce que vous aviez créé, c'est un modèle VC où tu vas identifier des gens qui peuvent potentiellement être performants, voire surperformants. Vous allez les incuber finalement, les former en physique, en live, au sein de votre centre de formation, leur mettre à disposition des fonds en guise de bankroll et prendre une part du profit qu'ils vont générer à terme sur leur carrière de poker durant un laps de temps donné. C'est quand même assez fou et ça nécessite de savoir identifier quel va être le profil type d'un individu pour générer de la performance. Je pense que tu t'es souvent posé la question, c'est quoi les patterns qu'on retrouve chez quelqu'un pour faire en sorte que je ne vais pas me tromper de profil, je ne vais pas me tromper de personne, ou je vais adapter ma pédagogie, mes méthodologies à sa personnalité pour pouvoir en tirer son plein potentiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet de cette compétence et de cet élément qui est à mon sens indispensable à comprendre, savoir interpréter quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour tout type de raisons? Alors, j'ai pas encore assez d'expérience entrepreneuriale parce que j'ai monté que 2 boîtes, hein, donc je serais un peu prétentieux de dire que je sais tout. Donc sur l'aspect, mais je pense j'imagine en tout cas qu'il y a des relations sur le côté recrutement managérial et monter une équipe dans une boîte. Évidemment, tu as besoin des compétences de comprendre et de profiler la personne et de déterminer son potentiel et de savoir ses compétences. En l'occurrence, moi, j'ai pas eu ce problème-là avec Nutser parce que faut pas oublier que on a fait ce choix géographique d'être au Cambodge. On a fait quelque chose qui n'existait absolument pas, donc on était innovant totalement. Tous les autres systèmes de formation de poker étaient online. Et donc on était les premiers à proposer une offre live. Alors il y avait 2-3 trucs qui s'y ressemblaient, mais c'était plus sur des échéances de quelques mois. Nous, c'était carrément, si la personne voulait vivre au quotidien avec nous, elle vivait au quotidien avec nous. Le centre de formation, c'était nourri, logé et formé. Si le mec, il voulait rester 3 mois, il restait 3 mois. S'il voulait rester 1 an, il restait 1 an, etc. Et donc, en fait, quand tu commences une boîte, déjà, j'avais pas de notoriété, de légitimité au poker. Donc, comme tu t'en doutes, tu te retrouves à être critiqué, à être reçu négativement par la communauté de poker francophone en me disant c'est qui ce guignol, qu'est-ce qu'il fait, il a rien fait, etc. Comment il fait, surtout que le coaching à l'époque et même encore aujourd'hui est assez mal vu, a une connotation négative parce que chacun a sa manière de considérer quelle est la compétence nécessaire pour coacher.
il y a ce biais de corrélation sur le fait que si tu peux coacher efficacement, tu dois être obligatoirement un performeur toi-même pour pouvoir coacher efficacement, alors que c'est deux métiers totalement différents. Ce qui a fait que la conséquence à ça, c'est que en fait, j'avais pas le choix des profils. C'est le joueur qui voulait venir, on était déjà content qu'il voulait venir, parce qu'il fallait trouver du monde, quoi. Surtout que quand tu présentes un projet qui n'existe pas, faut trouver des early adopters. Donc, si tu veux, j'ai pas eu ce problème-là, quoi. J'étais content de prendre ces joueurs-là, ce qui fait que il y a eu une anecdote assez rigolote. Il y avait un très grand joueur de poker francophone qui était justement connu pour gagner énormément d'argent, qui était venu nous rendre visite un mois, que j'avais rencontré avant mon projet. Donc on se connaissait depuis un moment. Et il arrivait, il m'a dit justement, mais c'est qui ces joueurs de poker, tu vas rien en faire, ils vont pas être professionnels. Et ça, c'était rigolo parce qu'effectivement, alors ils n'ont pas tous réussi en effet, mais la majorité ont atteint l'objectif qui s'était défini. Donc ça, c'était pour moi une grande victoire, justement, de prendre des joueurs qui, de base, personne n'aurait misé, à les amener à atteindre un objectif quand même qui était assez conséquent par rapport à eux, quoi. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu as réussi à faire ça ? Alors, c'est principalement ma vision du coaching, c'est-à-dire que déjà, en termes d'engagement personnel, vu que je vivais avec eux à ce moment-là, le coaching, en fait, ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu as les coachings, c'est même pas du coaching, on pourrait parler de mentoring, parce que y a la particularité du coaching, normalement, c'est que tu n'es pas censé donner de conseils, tu es censé simplement remettre en question et amener la personne à réfléchir, alors qu'à partir du moment où tu donnes en tout cas des directions, voire même des solutions, sur des méthodologies, là, on sort un peu du registre de coaching. Mais si on retire ce côté sémantique, en fait, ce qui est important, en tout cas de ce que j'ai compris, parce que j'ai toujours coaché depuis que j'ai 20 ans, donc j'ai 15 ans d'expérience de coaching dans toutes les disciplines que j'ai entreprises, donc je commence à avoir assez d'expérience. Et en fait, ce que j'ai compris déjà, ce qui est très important, c'est la relation avec la personne, c'est la confiance. Et dès qu'elle est cassée, c'est terminé. Et quand une personne a confiance en toi, elle va justement te permettre de donner la possibilité d'essayer plusieurs manières pour qu'elle apprenne. Parce qu'en fait, chacun est différent. Si tu fais une méthode A sur 20 personnes, elle peut marcher sur certaines personnes, elle peut ne pas marcher sur d'autres personnes. Donc ça veut dire que la vision que j'ai du coaching, en fait, c'est savoir s'adapter à la personne avec qui tu es. Et que justement, ça va être de l'itération. Ça veut dire que tu vas essayer une certaine méthodologie avec quelqu'un, mais tu peux en essayer une autre jusqu'à trouver celle qui correspond à cette personne. Et le fait que je sois au quotidien avec eux, ce qui m'a énormément aidé, c'est de voir leur comportement, leur attitude face à la difficulté. Chose que tu ne vois pas dans un coaching classique où tu as une session par semaine ou 2 sessions par semaine. Tu les vois dans un environnement qui n'a rien à voir. Tu les vois avec une thématique, tu la traites et c'est fini. Là, je voyais les gars en train de performer et je voyais comment ils se comportaient quand ils étaient en difficulté ou même en réussite. Donc, je n'ai pas du tout le même data, la même manière de pouvoir prendre en considération qu'est-ce qui fait qu'ils les mettent en difficulté et comment faire pour pouvoir les accompagner à gérer ces difficultés. Donc je pense que c'est le système en lui-même, donc c'est l'environnement qu'on a créé, dans lequel j'étais avec eux, qui m'a permis justement de les accompagner plus efficacement. Parce qu'après, il y a eu l'époque du Covid, et le Covid a été particulier parce qu'il a redistribué les cartes et j'ai dû me retrouver à ne plus pouvoir être physiquement présent avec eux pendant une période de plus d'1 an. Et j'ai vu la différence. En fait, l'avantage du Covid m'a permis de vraiment prendre conscience de qu'est-ce que ça apporte réellement d'être au contact avec les gens quand tu veux les former, quoi. Ok, parce que pendant cette phase de Covid, eux ont dû rentrer en France et toi, tu étais resté du coup au Cambodge et tu gérais tout à distance, c'est ça ? Alors non, eux sont restés coincés au Cambodge. En fait, la particularité du Covid, c'est que, tu vois, j'ai gagné, c'était 2019, donc quand j'ai gagné 175 000 €, c'était 2019 en septembre. J'ai été champion du monde en 2020, 1 an après. Et le Covid est arrivé en mars. Et en fait, quand le Covid arrive en mars, à l'époque, maintenant on le sait, parce que le passé c'est le passé, tu vois, mais au moment où le Covid arrive en mars, on a très peu d'informations sur combien de temps ça va durer, qu'est-ce que c'est, etc. Et on avait une seule chose sur laquelle on pouvait envisager assez fortement que ça allait arriver, c'était qu'il allait y avoir un lockdown. Et la question que je me suis posée, c'est où est-ce que je veux être à ce moment-là ? Est-ce que j'ai envie d'être dans le centre de formation avec les gars ? D'ailleurs, on a dit aux gars, parce que forcément, on n'allait pas les forcer, on a dit aux gars, bon les gars, il y a de fortes chances qu'il y ait un lockdown, qu'est-ce que vous voulez faire ? La majorité, de toute façon, était engagée dans ce projet. Financièrement, ils étaient relativement short, parce qu'on parle de joueurs qui sont en cours de formation, donc ils avaient tous, quasiment tous,
moins de 10 000 euros. Donc faire un aller-retour sans savoir qu'il pouvait revenir, c'était quand même un engagement financier que la majorité des joueurs ne pouvaient pas avoir. Comme moi, je me suis retrouvé quand je suis parti en Thaïlande. Tu vois, j'aurais été en Thaïlande au début de ma carrière, j'aurais jamais envisagé de retourner en France à cause des coûts financiers. Surtout sans savoir quand est-ce que tu vas revenir. Et en fait, ma famille, ma femme, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement elle était enceinte de mon fils, elle habite en Thaïlande. Donc en fait, moi j'ai ma famille en Thaïlande et j'ai la boîte au Cambodge. Bah, à ce moment-là, j'ai dû choisir où est-ce que je vais être bloqué. Est-ce que je vais être bloqué avec ma famille ou est-ce que je vais être bloqué avec ma boîte ? Sachant qu'on avait acté avec mon associé que si je rentrais avec ma famille, vu le contexte que c'était, la situation qu'on avait, on fermait la boîte. Donc en gros, c'était un choix de est-ce qu'on continue l'expérience entrepreneuriale ou est-ce que on l'arrête et puis c'était fine parce qu'effectivement c'était quand même un engagement assez fort de ma part. J'ai fait le choix de rester au Cambodge, donc je suis resté avec les gars et on a tenu ensemble jusqu'à ce que le lockdown s'arrête fin août de la même année, quoi. Je crois que ça a duré 5-6 mois où j'ai été éloigné de ma famille. Ouais. Ok, je vois. On parle beaucoup de performance, on parle de méthodologie de coaching, on parle de tout ça. On parle aussi de poker, mais la réalité, c'est que cette méthodologie de coaching, tu as su par la suite l'appliquer à d'autres disciplines pour aller chercher le maximum de certaines personnes, notamment avec le cas de Maxime. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement de Maxime ? Est-ce que tu as mis en place la même chose ? Qui est-il ? Qu'a-t-il fait ? Quelles sont ses performances ? Alors tu parles de Maxime Vachier-Lagrave qui a gagné justement son premier titre de champion du monde en blitz. D'ailleurs c'est rigolo, ça me fait penser à une chose. Ça fait partie de la mentalité et de l'état d'esprit de l'être humain, peut-être même de notre société. Et c'est vrai que tu vois, il a gagné un titre de champion. Il y a trois manières de gagner le titre de champion du monde, mais le titre de champion du monde qu'il a gagné, quand j'en parle à certaines personnes justement qui suivent un peu les échecs, ils disent ah ouais mais il a gagné dans une activité, ça s'appelle Blitz, c'est partie normale ou Blitz, il a gagné en Blitz et pas en normal. Et donc du coup les gens disent ah bah ouais mais il n'est pas champion du monde alors. Okay. Et il y a la même chose au poker, la même chose partout, dans le combat aussi, sport de combat, c'est la même chose vu que tu as plusieurs titres de plusieurs catégories. C'est assez rigolo comment l'être humain a tendance à dévaloriser les performances et les réussites des autres pour se rassurer finalement, parce que c'est très souvent des biais cognitifs, des mécanismes de défense. Ça c'est juste la petite anecdote. Donc ouais, comment je me retrouve avec Maxime, je sais plus exactement comment, la raison qui m'amène à intégrer son staff de coaching. Ça fait 1 an et demi maintenant. Tu vois, je me souviens pas exactement. Je pense que je me posais des questions justement pour répliquer mes méthodologies de coaching au poker, et je me posais la question sur est-ce que c'est spécifique au poker ou est-ce qu'on peut le reproduire dans d'autres secteurs d'activité. Parce que j'étais toujours dans ce recherche. En fait, moi, ce qui m'a passionné, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que quelqu'un va performer à très haut niveau, va devenir un champion, et qu'est-ce qui fait que les autres ne vont pas y réussir. Donc forcément, dans cette quête de l'excellence, de la recherche du très haut niveau, j'étais très intéressé de voir une autre activité que le poker. Et en l'occurrence, j'ai proposé d'intégrer à Maxime son staff. Et je suis resté 1 an et demi avec lui, justement, pour l'accompagner et essayer de trouver des problématiques. Mais alors, j'ai eu à peu près le même rôle que ce que j'ai eu au niveau de notre sœur, au niveau du poker. Parce que ce qui est marrant, c'est que souvent, on va penser directement que je suis coach, vu que je suis joueur de poker, que je suis coach, je vais coacher du poker, alors qu'en fait non, les interactions techniques de poker sont extrêmement faibles, et souvent quand je leur dis ça, les personnes elles vont dire ah bah ok, alors ça veut dire que tu fais du mental. Bah non, je fais pas du mental non plus, je suis pas coach de mental. En fait, je suis plus comme un mentor qui va gérer le projet global de la personne. En l'occurrence, c'est définir un objectif, et quels que soient les besoins pour atteindre cet objectif, mon but, c'est de trouver les solutions à celle-ci. Donc ça peut être très variable. Ça peut être des problèmes sur le mental. Alors soit je suis en capacité à les gérer, soit je fais appel à quelqu'un qui sait les gérer. Donc là, on revient au tout début, ce que je te disais sur l'interdisciplinarité. L'importance de s'entourer d'un staff complet si nous-mêmes, on n'est pas en capacité ou spécialisé là-dedans, de le faire. Tu vois, il y a quelque chose sur lequel aujourd'hui je m'arrête beaucoup, c'est le domaine psychologique. Aujourd'hui, je n'ai pas de personnes dans mon staff liées à la psychologie, alors que je commence à être de plus en plus convaincu que c'est un élément central à la très haute performance, voire même à la performance tout court. Donc peut-être qu'à terme, je mettrai quelqu'un de ce domaine-là dans mon staff de coaching. Et donc ouais, par rapport à Maxime, il a un staff complet.
complet, en tout cas qui englobe la majorité des compétences nécessaires pour faire de la performance. Et moi, mon but justement, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il avait. Donc, par exemple, un exemple concret sur lequel j'ai pu intervenir, c'est qu'il y a beaucoup de mémorisation à avoir dans les échecs, ce qui est assez facile à envisager. Et donc, du coup, je me suis posé la question sur quelles sont ces techniques de mémorisation. Donc, j'en ai discuté avec lui. Et j'ai été voir un champion de mémorisation. Parce que moi, je ne le savais pas à l'époque, mais il y avait des concours, il y a des championnats du monde de mémorisation. Et j'ai été me renseigner sur quelles sont les techniques et est-ce que c'est réplicable, est-ce que c'est adaptable à Maxime dans ce qu'il a besoin. Donc du coup, il y a eu des interactions entre Maxime et ce mec-là pour pouvoir déterminer s'il pouvait implémenter des nouvelles techniques. Voilà, ça, je trouve que c'est assez représentatif de ce que je peux faire dans le coaching. C'est-à-dire, c'est identifier les problématiques de l'athlète, enfin du performeur, parce qu'on peut également le faire dans l'entrepreneuriat. Quelles sont ces problématiques et ensuite trouver ensemble des solutions pour y répondre. Ok, je vois. Et tu parles justement d'un panel de compétences nécessaires pour aller chercher la performance ou la haute performance. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de ce panel de compétences ? Déjà, est-ce qu'il est propre à chaque discipline ? C'est-à-dire, dans une discipline spécifique, le panel de compétences nécessaires va être différent que dans une autre ? Ou est-ce que tu as identifié des patterns qui font qu'à chaque fois, on a plus ou moins le même panel de compétences qui est nécessaire à mobiliser pour pouvoir aller chercher de la performance chez un individu ? Ouais, alors j'ai une position assez clivante qui m'a coûté pas mal de problèmes. La question, c'est est-ce que je te le partage ou pas ? On est là pour dire les choses. Ouais, bah forcément, toi, ça t'intéresse que j'ai un positionnement différent. Non, en fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis assez clair et je prends toutes les responsabilités. Si tu veux, j'assume ce que je considère être effectivement une position importante et efficace. C'est que, quel que soit le domaine, l'ensemble des compétences et connaissances techniques n'est pas le point d'origine, mais c'est la conséquence de. Et la conséquence de, c'est très différent. Pourquoi quelqu'un est très fort techniquement ? C'est pas parce qu'il a bossé la technique. C'est une conséquence de quelque chose. Et cette conséquence, à mon sens aujourd'hui, peut-être que je changerai d'avis dans quelques années, en tout cas aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence que ça converge vers l'état d'esprit de l'individu. Pas les capacités mentales, hein. C'est pas la même chose, l'état d'esprit, le mindset et le mental, c'est deux choses différentes. Et que, en fait, c'est l'état d'esprit qui va permettre à la personne ou non de pouvoir acquérir les compétences et les connaissances techniques. Et que si il n'a pas l'état d'esprit qu'il est en adéquation avec l'objectif qu'il s'est fixé, la conséquence à ça, c'est qu'il n'atteindra pas les compétences techniques qu'il a besoin pour réussir. Ok, donc pour toi, un des piliers centraux, c'est justement l'état d'esprit, le mindset. Et du coup, ça c'est aussi une grande question, c'est qu'on voit aujourd'hui beaucoup, voire énormément de coach mindset, de coach mental, de coach en développement personnel. On parle de mindset partout. On sait quasi tous que le mindset, c'est quand même une part importante de la réussite d'un individu, même dans l'entrepreneuriat. Enfin, tu le vois, même dans les formations qui veulent t'enseigner le business. On l'a fait aussi sur entrepreneurs.com. À chaque fois, les premiers modules ou les premières phases, justement, tournent autour du mindset pour permettre aux gens de casser leurs croyances limitantes, d'avoir confiance en eux, etc. etc. Donc, on sait l'importance que ça a. C'est quoi, finalement, le pilier même du mindset ou les différentes choses qu'on peut mettre en place ou que l'on devrait faire pour améliorer son mindset, pour passer de quelqu'un qui a un mindset qui est, je ne vais pas dire claqué au sol, mais qui n'est pas adapté au fait de faire de la performance et de réussir, mais pourtant il a vraiment la volonté au fond de lui de le faire et d'être cette personne qui réussit parce que c'est plus important que tout pour lui, et il veut changer parce qu'il sait qu'il a besoin de changer sa façon de penser, sa façon de voir le monde, voir les choses et différentes choses dans sa personnalité pour pouvoir justement aller chercher ses performances. Ouais, on pourrait parler de plein de sujets différents parce que c'est une question simple mais qui vient prendre en fait un ensemble de sujets qui sont tous les uns corrélés aux autres. Donc, je vais essayer d'être le plus simple possible. Mais en gros, déjà j'ai changé de point de vue sur ces 10 dernières années. Au début, je pensais que n'importe qui pouvait justement acquérir ce mindset. Aujourd'hui, je suis plus pessimiste sur ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des conditions nécessaires pour pouvoir le faire et que si le delta est trop grand entre le mindset qu'il a et celui qu'il a besoin pour performer, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire que le mec, sa probabilité, il a plutôt intérêt à changer son objectif et plutôt l'adapter à son niveau actuel
que à garder son projet et avoir une probabilité d'échec qui tende vers les 100%, quoi. D'accord. Donc là, j'ai changé là-dessus. Et l'une des raisons, c'est justement, j'ai pris conscience avec l'expérience que maintenant, ça fait vraiment... Enfin, je sais pas combien j'ai compté, enfin, j'ai pas compté d'heures de coaching que j'ai fait, mais vu que quand on est en immersion et qu'on coach H24, en termes d'expérience, je pense pas que ce soit le même effet que faire des coachings de temps en temps occasionnels. Enfin, cette immersion d'un an et demi, 2 ans a quand même été considérable dans ma carrière de coach. Et si tu veux, en gros, aujourd'hui, je sais que effectivement, ce qui est super important, c'est que la personne, elle est consciente, donc c'est le niveau de awareness, elle est consciente de ce qu'elle a besoin pour pouvoir atteindre l'objectif qu'elle a fait. Et cet état d'esprit, justement nécessaire pour la prise de conscience, qui est à mon sens mais ultra important et tellement rare en même temps, c'est la capacité à être ouvert d'esprit. D'ailleurs, il en parle dans Ray Dalio, dans Principles, c'est un super bouquin sur lequel j'ai eu beaucoup de confirmations sur ce que j'avais moi-même appris et vécu en termes d'expérience, sur le fait qu'effectivement, quelqu'un qui ne se remet pas en question de manière radicale, il a une très faible probabilité justement d'avoir une learning curve, une courbe d'apprentissage importante en adéquation avec son objectif, parce qu'il ne faut pas oublier, là on ne parle pas d'un objectif de juste apprendre, on parle d'un objectif de performance. Quand je formais des joueurs, enfin quand je forme des joueurs plutôt, parce que c'est toujours le cas, à être professionnels, ça veut dire qu'ils vont faire partie des 5 à 10% meilleurs, parce qu'il y a grosso modo il y a 5% de la population qui est professionnelle, et si le mec veut devenir champion du monde, là on tombe sur du 0,0. Donc c'est une très petite partie de la population, ce qui signifie que le niveau d'engagement n'est pas le même. Ouais. Donc, être radicalement ouvert d'esprit, ça c'est quelque chose que tu retrouves dans tous les patterns de champions, parce que justement il faut avoir cette capacité à considérer qu'on fait des erreurs, à les prendre en considération et à les traiter. Donc ça, tu vois, ça fait partie du mindset. Dans l'attitude comportement, c'est quelque chose d'indispensable. Et les entrepreneurs, alors après, on peut avoir de la chance et avoir un bon timing et pas avoir ça, donc ça, c'est évident. Mais quelqu'un qui va réitérer la performance à haut niveau, tu le retrouves, il sait se remettre en question et être ouvert d'esprit, quoi. Totalement d'accord. Et finalement, le poker, comme les échecs, moi, je le considère comme un sport. Et souvent, on voit un pattern et on voit une similitude entre les sportifs de haut niveau et leur capacité à entreprendre et réussir lorsqu'ils entreprennent. Bien sûr, il faut qu'ils soient focus sur ça. Il y a parfois des variables qui font que ça ne marche pas comme ils voudraient et ils ne créent pas tout de suite une grosse boîte ou une licorne ou peu importe. Mais souvent, ce mindset et cet état d'esprit de champion qui leur a permis de se hisser au niveau où ils ont été, même à plusieurs reprises dans certains cas, leur permet ensuite de réussir dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon toi, explique cela et tu es en capacité de mettre des mots dessus? Pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Ou c'est complètement le fruit du hasard? Alors, normalement, enfin en tout cas, naturellement, je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre le poker et l'entrepreneuriat. Et en fait, ça, c'est dans la théorie. Mais en fait, dans la pratique, ça ne marche pas. Et j'ai des hypothèses là-dessus pour l'expliquer. Mais j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir vraiment le déterminer. Mais en gros, si tu veux, pour être très bon au poker, il faut justement savoir se remettre en question. Il y a cet aspect de variance au poker qui fait que tu n'auras jamais de certitude. Si tu prends les bonnes décisions, tu n'auras pas la réponse. Parce que peut-être qu'effectivement, tu as bien joué, mais que tu n'as pas eu de réussite. Donc en fait, cette particularité du poker qui est que c'est un jeu à traitement d'informations incomplète. On n'aura jamais toutes les informations et donc il faut l'accepter. Donc il y a ce côté d'injustice, sentiment d'injustice qu'on va retrouver dans la vie au quotidien dans l'entrepreneuriat qui est pareil. Donc pareil, l'entrepreneuriat, on n'a pas toutes les infos. Il faut jouer et prendre ses décisions avec ce qu'on a à disposition. Donc ça, il y a énormément de similitudes entre les deux. Par contre, il y a peu de joueurs de poker qui font la transition, qui sont des bons entrepreneurs. Et donc c'est pour ça que c'est assez rigolo. Il y a ce côté du gestion du risque au poker qui est obligatoire. C'est-à-dire que si tu prends trop de risques au niveau de ton capital, tu peux te ruiner alors que tu es un très bon joueur de poker. Il y a énormément de joueurs de poker qui sont très forts, qui font partie des meilleurs, mais qui sont broke parce qu'ils jouent des parties beaucoup trop chères par rapport à leurs revenus. Comme un entrepreneur, c'est exactement la même chose. Il y a aussi ces histoires d'aller chercher des investisseurs, comme lever des fonds dans les entrepreneurs. Donc, il y a énormément de similitudes.
le fait évidemment de gérer la difficulté, gérer la pression, enfin, on retrouve à peu près la même chose. Mais c'est pas la même chose en fait, quel que soit le domaine, c'est pas la même chose de réussir dans une discipline et de réussir à le répliquer dans une autre. Parce que en fait, le joueur de poker, il peut avoir des prédispositions qui soient adaptées à ce milieu-là et qu'il n'ait pas conscience de toutes ses connaissances et toutes ses compétences qui lui ont permis d'être un bon joueur de poker et de pouvoir les répliquer à l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, théoriquement, oui, ça fit, mais en fait, dans la réalité, non. Et gestion de la difficulté, tu vois, quelque chose qui, pour moi, est indispensable pour l'entrepreneur, qui est, je trouve, qui est assez rare d'ailleurs à trouver. Avoir la capacité à faire face à l'échec, à l'assumer et à apprendre, ça doit être sûrement, j'ai pas de data pour l'affirmer, mais quand tu prends toutes les interviews ou les sources possibles des entrepreneurs qui ont échoué, qui font un constat, tu retrouves très souvent ce genre de problématique qui est la raison de leur échec, quoi. Complètement. Un autre sujet également, c'est on met en exergue ici donc aussi l'importance de se faire coacher. Je pense que tu connais l'importance de se faire coacher, vu que tu as coaché énormément de personnes ces dernières années, tu le mets en évidence. Est-ce que toi-même, tu t'es fait ou tu te fais coacher encore actuellement? Et si oui, comment, dans quelle mesure, sur quel sujet, si c'est spécifique? Ça peut être intéressant aussi de voir ça. Si, pour quelqu'un qui a la compréhension justement de la performance et de la haute performance, est-ce qu'il continue à lui-même chercher à se remettre en question, se coacher, se faire accompagner dans cette direction, ou aujourd'hui c'est quelque chose que tu fais moins ou tu fais différemment? Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je ne sais pas si tu avais eu cette info sur Mark Zuckerberg, le nombre de personnes qu'il avait autour de lui avec lesquelles il se faisait coacher, quoi. J'avais trouvé ça hallucinant. Alors évidemment, je n'imagine pas le montant financier que tu as besoin pour pouvoir avoir plus d'une 50 de personnes autour de toi. Mais effectivement, moi je trouve que c'est assez représentatif de l'importance en fait de l'entourage, parce que j'irai plus loin que le coaching. C'est pas juste les coachs, parce que déjà coach et mentor c'est différent, mais il y a aussi un autre statut qui est à mon sens fondamental, c'est les sparring partners. Donc c'est des gars qui sont pas là pour t'apprendre, te coacher, qui sont à peu près au même niveau que toi, avec lesquels tu vas t'entraîner et itérer avec eux, partager tes difficultés et brainstormer. Alors, ce statut-là est aussi super important. D'ailleurs, que j'ai répliqué, reproduit dans un système où, quand tu as un centre de formation, les joueurs vont pouvoir communiquer les uns avec les autres. D'accord. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, ça veut dire qu'ils doivent prendre l'initiative. Hein. Si tu n'en as pas conscience de l'importance d'échanger, tu n'utilises pas ton environnement, ça c'est ton problème. Mais pour le coup, effectivement, ce statut-là, d'ailleurs que j'avais mis en place avec Maxime aux échecs, qui a beaucoup changé de choses pour lui aussi, d'avoir des sparring partners. Donc oui, les coachings fondamentaux, moi, c'est mes spendings les plus élevés. Hein. Dès que j'ai de l'argent, j'investis là-dedans. C'est, je pense, l'une des raisons principales pour laquelle j'en suis là aujourd'hui. Alors après, on ne pourra jamais savoir. Hein. C'est comme tout, mais il y a quand même... ce que j'ai acquis à travers les échanges des personnes qui m'ont coaché, qui me coachent aujourd'hui et qui m'entourent, c'est inconsidérable. C'est le temps que je passe le plus. Hein. Dès que j'ai du temps disponible, j'essaye soit d'échanger avec mes sparring partners, soit d'échanger avec mes coachs. Et après, tu vois, il y a quelque chose aussi qui est super important, sur lequel j'ai vraiment pris conscience de la valeur que ça représentait. Parce que, tu sais, il y a différents niveaux de conscience. C'est pas parce que tu as conscience de quelque chose que tu vas identifier la valeur précise de ce que c'est. Ouais. Et je suis parti en croisade. Alors, je sais pas, je vais un petit peu indirectement, je vais un petit peu attaquer aussi ce que tu fais, mais je suis très sceptique sur les systèmes de masterclass et de vidéos online. Quelque chose qu'on fait aussi avec notre sœur, mais sur lesquels je le fais parce que les gens le demandent et ont justement l'envie d'en avoir. Je le fais plus pour eux que pour ma propre opinion de ce que ça a comme valeur, dans le sens où si on réfléchit sur le fonctionnement de l'apprentissage de l'humain, en fait, on n'est pas fait déjà pour apprendre tout ça, on est des êtres sociaux, ça c'est quelque chose qui est super important. On est fait donc principalement pour échanger et on est des êtres émotionnels. Et que la meilleure manière d'apprendre, et ça c'est scientifiquement prouvé, et puis de toute façon même au-delà, si la personne n'a pas la capacité d'avoir accès à cette information qui te permet de te dire « Ah oui, effectivement, par l'émotion on va apprendre plus », il suffit juste d'écouter le bon sens.
quand on réfléchit à ce qu'on a le plus retenu, ce qui nous a le plus resté en mémoire, c'est justement les moments où on a été émotionnellement impacté. Complètement. Négatif ou positif, hein, dans les deux sens. Ce qui signifie que si on prend en considération ces deux aspects-là, c'est-à-dire qu'on est des êtres émotionnels et également qu'on est des êtres sociaux, en fait, on va s'éloigner des modèles actuels qui pop-up dans tous les sens ou qui mettent des vidéos de formation en ligne, et on va essayer de chercher plutôt, justement, l'expérience humaine, l'interaction humaine et l'échange. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs les seuls à avoir créé un centre de formation live, même si effectivement on a aussi des propositions de produits online, puisque effectivement ça plaît beaucoup. Mais c'est pas parce que ça plaît beaucoup que ça marche. Ouais, voilà. Totalement. Je te rejoins à 100%. Je vais prendre un exemple concret, même deux exemples concrets. Je me souviens d'une discussion où je demandais à un ami qui venait de rejoindre un mastermind qu'il avait payé 25 000 €, un mastermind business, etc. Et je lui dis, alors, c'était bien, est-ce que t'es content, t'es satisfait de cet investissement, etc. Il me dit, ouais, c'était vraiment super, franchement, je recommande, j'ai bien fait de faire ça, etc. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que tu as appris et de quoi tu te souviens ? Et il me dit, écoute, je me souviens qu'on a parlé de ça et ça, mais je vais pas forcément le mettre en place. Par contre, ce dont je me souviens et ce que j'adore, c'est on a nagé avec les dauphins. Et je lui dis, ah, ok, mais tu es conscient que tu peux faire la même chose pour 120 $ au parc juste à côté, parce que c'était vraiment ça. Il me dit ouais, il y a aucun souci, mais j'ai adoré, et c'est pour ça que c'était une chouette expérience. Et ce dont il se souvenait le plus, c'était justement ce moment émotionnel fort où il a nagé avec le dauphin, il se souvenait même du prénom du dauphin, etc. Et c'était fou pour lui. Mais la phase où on lui parlait des KPI clés de son business, de comment augmenter ceci et cela, il avait pris des notes, mais c'était pas le plus important. Donc je te rejoins là-dessus. Et l'autre point qui est important aussi, c'est par rapport à la réalité du monde des formations en ligne. Je comprends à 100% ton scepticisme, parce que tu as raison de l'être. La réalité des formations en ligne, moi je le vois, on a vendu beaucoup de formations en ligne, plusieurs milliers de clients, et on a accompagné beaucoup de formateurs qui cumulent peut-être 10 ou 20 000 clients sur des formations de type formation complète vendues entre 500 et 2000 €. Donc les formations vendues entre 500 et 2000 € c'est des formations en général qui incluent un cursus complet avec une promesse relativement forte et qui nécessitent plusieurs semaines d'application et de mise en application. La réalité des choses, c'est qu'en moyenne, selon les formations, selon les formateurs et selon la cible et l'avatar, et aussi un point important qui est arrivé entre 2019 et 2021, selon la façon dont les gens payaient leur formation, car s'ils le payaient cash ou s'ils le payaient avec leur CPF, leur fonds justement est disponible pour se former, ils n'étaient pas engagés de la même façon. Mais tu as entre 5% et 20% uniquement des étudiants qui vont suivre la formation en ligne. Et dans ces 5 à 20%, tu en as également 5 à 20%, selon différentes choses, qui vont vraiment avoir des résultats. Et au final, tu as peut-être 1 à 3% des gens qui ont acheté la formation, qui vont suivre la formation, avoir des résultats et vraiment sortir du lot. Quand là, on parle de formation uniquement en ligne. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 2020, on s'est dit clairement, on peut pas, et la plupart du marché d'ailleurs l'a fait, les gros acteurs l'ont fait, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, on peut pas juste vendre du en ligne, on doit mettre en place un système d'accompagnement où les gens vont être appelés, suivis, rappelés s'il le faut, donc vraiment par quelqu'un, en visio et autres, un système d'échange, un système de coaching avec des lives à chaque fois où il y a un vrai humain qui est là pour interagir avec toi, te poser des questions, te téléphoner, t'envoyer des SMS, t'envoyer des emails en automatique ou directement en interaction directe pour vérifier justement que tu suives et que tu fonctionnes. Et sans ça, selon moi, c'est l'équivalent, vendre une formation sans ça aujourd'hui, c'est l'équivalent de filer un e-book dans une boîte mail qui sera absolument jamais lu, tu vois. Et donc je te rejoins totalement, et ton scepticisme à mon sens est fondé, et tu as raison de voir la chose comme ça. Et le niveau ultime, c'est ce que tu as mis en place, où tu vas être physiquement présent avec la personne, et c'est pour ça qu'on le voit, typiquement j'ai un ami qui est passé aussi sur le podcast, qui met en place des immersions où il va accueillir entre 5 et 10 entrepreneurs sur une période de 1 semaine à 2 semaines physiquement dans une villa où ils vont tous être au même endroit avec un objectif précis à la fin. Tu as 80 à 90% des personnes présentes qui atteignent l'objectif à la fin des 1 semaine, 10 jours. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est que soit ils ne se sont pas donné les moyens, soit que ce n'était pas du tout fait pour eux. Donc je te rejoins complètement là-dessus. Après, il y a une problématique, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a ce qu'est l'apprentissage,
Donc déjà, c'est super compliqué. Enfin, j'ai même envie de dire complexe, parce qu'il y a la dimension humaine. Il y a énormément d'éléments à prendre en considération, à connaître. Enfin, c'est super compliqué. En plus, il y a la pédagogie. Enfin, si on prend en considération tout, c'est quand même... faut vraiment être bon pour pouvoir justement être un bon coach, un bon formateur, un bon mentor. Mais au-delà de ça, il y a aussi la vraie problématique, c'est qu'est-ce que les gens veulent. Et comme tu l'as un petit peu dit et sous-entendu, c'est qu'en fait, au final, il y a quand même une quantité non négligeable de personnes qui veulent acheter des contenus, non pas pour pouvoir se former, mais pour pouvoir répondre à un besoin primaire psychologique de se dire « Ah, je suis quelqu'un qui veut changer ». Ils n'ont pas du tout l'intention. Alors évidemment, c'est inconscient, ils n'ont pas l'intention. Donc il y a aussi cette problématique-là et qui amène un conflit d'intérêts, parce que si tu vends des formations, ton but, c'est d'avoir des élèves, des clients. Donc tu es intéressé par ce genre de personne qui finalement ne veut pas réellement se former. Donc ouais, c'est pas évident, tu vois. Et moi perso, au niveau de l'éthique aujourd'hui, je sais pas me positionner. Enfin, tu vois, j'ai jamais fait de masterclass pour cette raison-là, parce que ça me paraissait incohérent de faire quelque chose sur lequel je ne crois pas. Évidemment, financièrement, si aujourd'hui je voulais gagner plus d'argent, ce serait une évidence de faire une masterclass. D'ailleurs, évidemment, tu te doutes bien, mon associé a longuement discuté ce genre de choses, parce que lui, il souhaiterait ça. Alors peut-être que je me plante d'ailleurs, peut-être qu'effectivement, parce qu'il y a ce contre-argument de se dire « Ouais, mais il vaut mieux qu'il y ait ça que rien du tout ». Effectivement, ça, je suis d'accord. Parce qu'en termes de prix, c'est pas la même chose d'avoir un coach ou d'avoir une immersion que d'avoir une formation en ligne. Complètement. Donc ça peut être une première étape. Donc je suis réticent, enfin je suis pessimiste dans le sens où factuellement l'efficacité des masterclass est faible. Par contre, je suis aussi objectif dans le sens où ça peut être une très bonne étape pour pouvoir justement prendre conscience, donc avoir le premier niveau de conscience, prendre conscience que est-ce que je veux vraiment être formé ou pas. Si le mec, il a au moins suivi une grosse partie de la formation, peut-être que ça lui permettra de se dire « Ok, je vais passer à l'étape 2 ». Ouais, je te comprends. Et on va peut-être penser que je suis biaisé, mais je te donne un exemple concret. C'est une histoire que j'adore raconter, c'est l'histoire de Jean. Jean qui nous rejoint, il est encore mineur. Tu vois, il nous rejoint dans l'incubateur entrepreneurs.com, il est encore mineur. Il met toutes ses économies qu'il a eues en faisant du babysitting dans la première modalité de paiement du programme. Il se crée une pression telle qu'au bout de quelques semaines, il a atteint son objectif, il demande un remboursement au support. Sauf qu'il y avait un process très spécifique pour les remboursements et la dernière étape du processus, c'était passer par moi. Et moi, je faisais en sorte, quand je voyais le potentiel d'un individu, parce que je l'avais déjà vu en coaching, je faisais moi-même les coachings de groupe, que le mec, il rétracte sa demande de remboursement si j'estimais qu'il avait les moyens, et il continuait. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai mis, pour être poli, un pied au cul à Jean, et du coup, il a rétracté sa demande de remboursement. Et cette personne, tu vois, qui avec, je sais plus la modalité, ça devait être 300 € à l'époque, paiement échelonné en 3 ou 4 fois le programme. Aujourd'hui, j'ai fait aussi un podcast avec lui. L'année qui vient de se passer, c'est plus de 10 millions, 11 millions, quelque chose comme ça, de chiffre d'affaires pour ses clients. Il a 19 ans au moment où je te parle, et plus d'1 million de bénéfices pour son agence l'année qui vient de s'écouler, tu vois. Et il n'a acheté aucun programme supplémentaire lié au démarrage de son activité, à part celui-ci au départ. Il n'a pas eu de coaching spécifique et c'était une masterclass. Ce cas-là, c'est un des meilleurs case studies de l'incubateur, mais c'est loin d'être un élément isolé et c'est loin d'être le seul qui a pu présenter des résultats hors normes. Si on n'avait pas pris la décision de quand même faire ça, même si on savait qu'à une échelle d'un accompagnement individuel, c'était moins efficace, mais que par contre, à une échelle d'une aide globale qui était demandée par notre visibilité, on n'aurait pas pu le faire. Des changements comme celui-ci, il n'y en aurait jamais eu. Du coup, la question à se poser, en tout cas pour moi que je me pose, c'est est-ce que il est préférable de donner la chance à certains individus qui veulent se donner les moyens de créer ce genre d'histoire au prix d'autres qui vont effectivement se perdre en chemin et perdre 500 à 2000 € parce qu'ils étaient convaincus de pouvoir être entrepreneurs, mais ils ne vont jamais se donner les moyens d'eux et finalement ils sont maîtres de leurs propres décisions. Du coup, c'est vrai que c'est un combat entre est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, les points forts, les points faibles, les avantages, les inconvénients. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et puis c'est aussi, enfin, c'est encore jeune le coaching. Ouais. Je pense qu'on aura déjà plus de data d'ici 1 an, enfin d'ici 10 ans, je veux dire, pardon. Mais même, enfin, il y a tellement de choses qui sont encore à explorer sur les méthodologies. Puis surtout, c'est qu'il y a vraiment cette ambivalence, c'est-à-dire que oui, tu as envie
d'être un coach de qualité, d'apporter une formation de qualité, mais d'un autre côté, tu as aussi besoin que ton business fonctionne. Totalement. Donc là, il y a conflit d'intérêt réellement. Et ce conflit d'intérêt, tu le retrouves partout. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, si tu veux, j'ai vécu des situations où, factuellement, en tant que coach, si je ne prenais que la dimension coaching, le mec, il fallait qu'il arrête. Ok. Mais je suis aussi cofondateur de ma boîte, parce que j'ai aussi un associé. Et en tant que cofondateur, je n'ai pas d'intérêt à lui dire ça. Donc j'ai un conflit d'intérêt direct entre ma position de coach et la position de cofondateur. Là, tu es obligé de faire un choix. Donc après, c'est une question de valeur et d'éthique. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Et on retrouve cette même problématique dans l'univers des VC et des startups, où les VC sont investisseurs et se retrouvent à vouloir créer une croissance qui n'est pas naturelle. Enfin, tu vas me dire, l'hypercroissance, c'est pas naturel. Moi, je pense que justement, c'est pas une question que l'hypercroissance n'est pas naturelle. Elle peut l'être en fonction de la personne. Mais il faut prendre en considération la capacité des founders d'accepter la croissance qu'on leur a proposée. Si elle n'est pas en adéquation, ça ne marche pas. Donc c'est une question aussi d'alignement. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de personnes dans le milieu de cet environnement-là qui le définissent correctement sur ces problèmes de désalignement et de conflit d'intérêts. Pour moi, c'est pas viable. D'ailleurs, je sais pas, statistiquement, j'ai quand même lu une grosse quantité de contenu, justement, de support, de sources. Ça corrobore justement à ça. Mais après, j'ai pas exactement la big picture au niveau des statistiques, mais je pense, ça m'étonnerait qu'il y ait énormément de boîtes où il y a un désalignement aussi fort entre fondateurs et investisseurs et que ça ait marché. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans quelques instants, on va parler aussi de ton ambition de révolutionner le monde des VC en mettant en application toutes les méthodes de coaching et d'apporter de la performance, d'aider et d'accompagner dans la performance d'un individu au niveau justement du monde des VC et des entrepreneurs. Mais avant ça, j'ai 2 questions encore pour toi autour justement de ton parcours et de tout ce que tu as pu créer autour du poker. La première, c'est tu parlais du fait que le coaching, quand tu veux toi-même te faire coacher, c'est là où tu vas dépenser le plus d'argent et le plus de temps. Il y a une grande question que la plupart des gens se posent parce qu'ils ont aussi connaissance du fait que c'est important le coaching et moi-même je le mets en avant, moi-même j'en fais, moi-même je me suis fait coacher, accompagner sur certaines choses très spécifiques et je me le fais encore accompagner au quotidien. Comment choisir son coach de la bonne façon ? Alors, la réponse, il n'y a pas une réponse en fait. C'est à chaque fois une réponse en adéquation avec la personne. Un exemple très simple que j'aime bien donner, c'est tu veux démarrer le football. Souvent, justement, ça c'est les biais qu'il y a, les dogmes, les paradigmes actuels du coaching, c'est souvent se dire je vais être avec le meilleur. Donc tu te dis tiens, Zidane il va m'apprendre. Mais en fait, Zidane il est intéressant pour apprendre effectivement, mais pas pour apprendre à débuter. À débuter, c'est limite une perte de temps à la fois pour Zidane et à la fois pour le joueur, parce que ce qu'il va apprendre à travers Zidane, il pourrait l'apprendre à travers quelqu'un d'autre. Surtout que la probabilité que Zidane soit super intéressé, à part si c'est son fils, soit super intéressé à apprendre les bases du football à quelqu'un qui débute, je suis pas sûr qu'il soit très motivé. Peut-être que ça doit exister, mais à mon avis, ça doit être des cas isolés. Quand on commence à avoir un haut niveau dans un domaine, ce qui nous stimule, ce qui nous passionne, c'est d'avoir des mecs qui ont un minimum de niveau et qui sont intéressés d'aller au très haut niveau. Complètement d'accord. Si le delta est trop élevé, ça ne marche pas. Donc en fait, le coach qui nous correspond, c'est en fonction de notre cadre de référence, de notre contexte. Si on débute, il vaut mieux prendre un coach justement qui évidemment soit compétent, mais ne soit pas le meilleur. Mais évidemment, ça doit être pris en considération par rapport aux objectifs définis. Si tu veux être le meilleur, il faudra forcément que tu arrives dans une démarche où tu veux chercher les meilleurs. Aujourd'hui, j'y suis, je cherche en fait comment je fonctionne, je regarde quels sont les meilleurs dans le domaine de compétences que je recherche et je les contacte. Mais avant, c'est pas ce que j'ai fait. Avant, justement, j'ai pris, et en plus, de toute façon, ça corrobore aussi avec l'endroit où tu en es, parce que si tu démarres ton activité, à moins que tu sois déjà capitalisé, très souvent, tu n'as pas de capitaux, donc il faut que tu fasses aussi avec, parce que ça coûte très cher d'avoir des très gros coachs. Donc voilà, c'est pareil. Enfin, les tennisman ou les footballeurs, leurs coachs, c'est les meilleurs. Enfin, c'est les meilleurs. Ils sont en adéquation avec leur niveau de compétence actuel. Voilà, donc il y a ce côté-là qui est super important de considérer ces objectifs qu'on s'est définis et le niveau à laquelle on est aujourd'hui, quoi. On n'a pas besoin d'un top. Alors, et puis d'ailleurs, il vaut mieux prendre dans le CV
des compétences, enfin de l'expérience en tant que coach que ce qu'il a accompli, je cherchais le mot en français, ce qu'il a accompli en tant que performeur lui-même, quoi. Ok, je vois. Donc on privilégie sa capacité à avoir accompagné des gens à l'atteinte de l'objectif que l'on désire atteindre, plutôt que sa capacité à avoir lui-même atteint dans sa carrière l'objectif. Ok, très clair. Je te rejoins là-dessus également. La seconde question, on en parlait tout à l'heure, c'est que quand on entend poker, on ne pense pas forcément tout de suite à toi directement ou à ta marque, notre sœur, lorsque l'on n'est pas forcément connecté à ce monde-là, lorsque l'on est simplement qu'on voit le poker un petit peu de loin, comme ça dans des suggestions YouTube, ou qu'on en a entendu parler, ou qu'on allait 2-3 fois dans un casino pour voir ce que c'était, mais de loin. On entend plus, pour ne citer que lui, YoViral, par exemple. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ta carrière, tu m'as donné la réponse tout à l'heure, je t'ai posé la question et j'ai trouvé le raisonnement extrêmement intéressant et logique même, mais pour la plupart des gens, c'est quand même... même si pour toi, j'ai perçu ça comme étant une sorte d'erreur marketing, pour moi, c'est extrêmement intelligent et pertinent par rapport à ton positionnement et ton objectif et ce que tu as voulu accomplir et ce que tu as accompli jusqu'ici. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es pas positionné comme par exemple YoViral l'a fait, où on est sur du mass market et on est sur une sorte un peu de Yomi du poker, où il va mettre en avant le lifestyle et permettre à tous du coup de découvrir cette discipline et de se dire ok, je veux la même vie que lui, comment il a fait, ah c'est le poker, ok, je veux qu'il m'apprenne à le faire, mais que tu t'es beaucoup plus positionné sur un niveau plus professionnel, plus profond de la discipline. Et naturellement, tu vas avoir moins de visibilité, moins de vues. On parle quand même de plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes qui te suivent et qui te voient sur les réseaux sociaux au travers de cette discipline, mais c'est très niché, très ciblé et très qualifié. Qu'est-ce qui a fait ce choix pour toi de t'orienter dans cette direction par rapport à ton branding, par rapport à ta ligne éditoriale et ton marketing ? C'est toujours de toute manière lié à la même chose dans toutes les situations. La personnalité joue beaucoup. Et les objectifs également. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à monter ma boîte il y a 4 ans de centre de formation, j'avais aucune connaissance et compétence entrepreneuriale. La raison pour laquelle j'ai monté cette boîte, c'était même pas pour faire carrière entrepreneur, c'était parce que je réfléchissais à répondre à mes propres problématiques en tant que joueur. Je me disais, putain, ce serait trop bien d'avoir des investisseurs, une structure, des coachs, pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour que je performe. Vu que ça n'existait pas, je l'ai produit pour que je puisse moi-même en tirer profit. Donc la raison pour laquelle ma carrière entrepreneuriale a commencé, elle n'était pas dans les mêmes objectifs que de vouloir justement être réellement entrepreneur. Ce qui a fait qu'en fait, en marketing, j'avais aucune connaissance, je ne savais même pas ce que voulait dire personal branding, je pense que je l'avais même jamais entendu, tu vois. Donc j'avais le Golden Circle, enfin tout ce qui est lié au marketing, je n'avais absolument aucune idée. Et forcément, ça se ressent. Si tu regardes un peu le développement de notre boîte, ça se ressent bien parce que mon associé également n'avait pas de compétences et de connaissances là-dedans. C'était sa première carrière entrepreneuriale également. Et donc en fait, on n'avait aucun marketing. Et donc forcément, on en a ramé encore plus quand je t'ai expliqué qu'on a vécu quand même, on a vécu une perte d'investisseurs. Après, on a vécu le Covid. Enfin, on a vécu quand même vraiment des passages très difficiles, mais qui ne nous ont pas aidés, sachant qu'on ne faisait pas de marketing. Et là, forcément, vu que tu n'as pas de marketing, c'est simplement ma personnalité telle qu'elle est. Donc, j'ai simplement été sincère, honnête, transparent. Et ma personnalité correspond à la haute performance, à la recherche de l'excellence. Et donc, du coup, mon positionnement était orienté vers des profils qui avaient la même ambition que moi de devenir les meilleurs possibles. Voilà. Et ce qui va à l'opposé des personnes que tu as évoquées, qui, eux, tu vois, justement, quand tu t'intéresses et tu essayes de comprendre pourquoi il y a des différents positionnements de marketing, très souvent, il y a forcément les compétences, parce que si tu n'es pas bon ou si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas le traiter. Mais il y a aussi l'objectif. Et ça, c'est super important. Moi, je n'avais pas l'objectif de devenir une star. Moi, je voulais devenir le meilleur joueur de poker possible. Alors que tu prends, par exemple, YoViral, qui est sûrement, publiquement, en tout cas d'un point de vue francophone, mais même international, c'est super, il fait vraiment un super taf là-dessus. En tant que personne publique, je pense qu'il est vraiment numéro 1. Ça m'étonnerait, tu vois, je réfléchis, mais c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre que lui devant. Lui, son ambition, c'est pas d'être le meilleur joueur de poker possible. Son ambition, c'est d'être la personnalité publique la plus connue.
Donc en fait, il est en adéquation totale avec son objectif, tout comme moi je le suis avec le mien. Voilà, donc si tu veux être une personnalité, forcément, qu'est-ce que tu vas faire comme action ? Tu vas aller sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Moi, j'ai un Instagram, je pense que j'ai même pas une photo, je sais même pas comment on publie. Forcément, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la très haute performance. Ouais, je vois. Justement, parlant de très haute performance, je sais que ça fait maintenant des mois que tu travailles sur ça, voire même plus d'une année, sur le fait de réussir à répliquer le schéma de la haute performance sur des entrepreneurs. Je me souviens d'un appel qu'on a fait il y a de ça quelques semaines où tu me dis, voilà, Alec, moi maintenant mon objectif c'est de révolutionner le monde des VC et de réussir à identifier des patterns pour pouvoir trouver des personnes qui vont créer les futures licornes, les licornes de demain. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce projet, sur cette vision et surtout pour démarrer, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de mettre en place ce projet-là et de vouloir construire ce projet-là qui est un beau projet et c'est une sacrée ambition. Ouais, surtout que tu m'as un peu vendu au-dessus de ma vraie valeur, parce que révolutionner le milieu, j'en suis encore loin. Pour l'instant, je suis sur une phase en fait de réflexion, de prise de data, de compréhension, de connaissance du domaine, puisque comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a quand même beaucoup de corrélations entre les différentes expériences que j'ai pu avoir précédemment et cet univers-là. En fait, à partir du moment où je suis devenu entrepreneur, j'ai eu cette démarche. Tu vois, j'ai pas fait ma boîte pour être entrepreneur, donc je suis devenu un petit peu entrepreneur par défaut. Par contre, j'ai dans mon état d'esprit cette volonté de faire les choses bien et que pour que ça fonctionne, il a fallu que je me forme en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce qui m'a amené à justement essayer de récupérer un maximum de connaissances et donc de découvrir ce que c'était que le milieu des VC, le milieu des investisseurs, le milieu des startups. Et c'est comme ça aussi qu'on a créé ce modèle un peu particulier qui est très proche des VC. Donc je me suis inspiré de ce que j'ai pu acquérir comme connaissances et comme expérience acquise sur les différentes sources et les différents échanges que j'ai pu avoir avec ces personnes-là, ces professionnels. Donc après, aujourd'hui, effectivement, ça me paraît clair que, tu vois, ça fait pas très longtemps, ça fait 6 mois que j'ai arrêté ma carrière de joueur de poker pour une simple raison, c'est que ma passion du poker elle est toujours présente, mais elle est devenue plus faible que celle d'entreprendre. En fait, d'accord. J'ai exactement tout ce que j'adore dans le poker, dans le milieu de l'entrepreneuriat, avec un immense parc d'attractions devant moi sur lequel je peux faire absolument tout. Donc je trouve ça passionnant. Et effectivement, les constats que j'ai en termes de problématiques dans le fait de faire un système de formation et d'amener des joueurs à être très performants, en fait, il est exactement réplicable quelle que soit la performance que tu veux faire. Et vu que cette expérience que j'ai acquise, elle est plutôt rare et mon approche elle est plutôt unique, à part évidemment les quelques personnes autour de moi qui m'aident à m'accompagner en sparring partner et en coach, où là justement il y a quand même des thèses qui sont assez communes les uns avec les autres. Je trouve ça super intéressant de le répliquer dans un univers où cet univers-là est extrêmement large, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus, sur cette démarche de concevoir ça. Alors pour l'instant, je ne suis pas dans une démarche de l'activer parce que c'est long et parce que je pense que j'ai besoin justement d'aller affirmer ou infirmer mes hypothèses justement en coachant des entrepreneurs dans des startups et en voyant comment atteindre la très haute performance avec eux. Et au moment où j'aurai vraiment validé ça, je pense que je partirai justement sur un modèle qui correspond à ce que j'estime être le plus judicieux de structures permettant aux startups de construire leur carrière et leurs objectifs et de se développer plus naturellement. Parce que après, je ne sais pas si toi tu suis un petit peu cet environnement, mais il y a quand même de plus en plus de structures qui commencent à prendre conscience, à émerger et également à se positionner là-dessus en se disant que effectivement l'ensemble des conflits d'intérêts entre les VC, le groupe VC et le groupe entrepreneur est vraiment malsain. Et donc ils essayent de faire des choses différentes. Et pas forcément, parce que tu vois, c'est rigolo d'ailleurs, je suis en train de repenser quand en te parlant, c'est que ce milieu VC, il y a quand même une grosse tendance au one time, tu vois, trouver le ticket de l'auto, lequel va gagner, quoi. Au poker, tu as exactement la même chose. Les investisseurs qui investissent sur les joueurs de poker, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est le ticket de l'auto, quoi. Donc c'est vraiment ce côté, et c'est marrant parce que c'est un côté émotionnel, irrationnel, tu vois, de se dire, putain, ouais, j'ai eu la licorne qui a tout défoncé, alors qu'à la base, les VC, c'est quand même des mecs qui ont défoncé le game et qui ont gagné des millions de dollars, quoi. Ouais. Donc, tu vois, naturellement, je ne m'attends pas à ce que
ils puissent se retrouver dans des biais cognitifs aussi faibles que ça, quoi. Totalement d'accord. Et lorsque typiquement on a déjà surperformé dans une industrie, on l'a répliqué à plusieurs reprises, etc. Même si tu fais preuve d'énormément d'humilité dans cet échange, dans cet épisode, on peut quand même dire que tu as un parcours atypique et tu as un parcours qui présente un beau succès. Quel est le plan d'action et quelles sont les différentes étapes lorsqu'on part de là-haut? On ne peut pas être plus haut que le champion du monde dans sa discipline, on peut être plus haut qu'ensuite, si on veut apprendre à le répliquer, c'est deux métiers totalement différents, l'être et puis apprendre à l'être, c'est différent. Tu as réussi aussi à faire ça, et du coup, tu veux changer complètement d'industrie, et donc tu vas devoir, là aussi, au travers de ton modèle, si tu veux être numéro 1, être au top par rapport à ce modèle-là, et puis aider des gens à surperformer, être au top à leur tour, sans quoi ton modèle ne sera pas rentable, vu que tu vas aussi miser sur la performance des entrepreneurs que tu vas accompagner dans ce modèle-là. Dans quelle démarche, dans quelle dynamique tu es lorsque tu lances ça, et quelles sont les différentes étapes pour pouvoir te permettre de maximiser tes probabilités de succès au travers de ça? J'entends notamment, en tout cas c'est l'impression que tu donnes, que tu prends ton temps, que tu y vas de manière méthodique et progressive, mais au-delà de ça, le choix de la personne forcément va pas t'apporter le même niveau de difficulté. Je le disais tout à l'heure, en fait, le mindset, les valeurs, l'attitude, comportement, c'est super difficile à changer chez quelqu'un. Après, évidemment, il y a différents niveaux de changement. Donc si la personne elle a déjà un profil adapté, à coacher, c'est super facile. Okay. En l'occurrence, comme critères qui sont super importants, j'ai parlé tout à l'heure d'être radicalement ouvert d'esprit, mais il y a surtout quelque chose de très très important qui est aussi très rare. Mais de toute façon, c'est pas compliqué, que des champions, il n'y en a pas beaucoup. La capacité à faire face à la difficulté, à prendre du risque. Malheureusement, on a beaucoup plus de gens qui ont une aversion au risque, qui ont peur justement de ce risque et qui les amènent à être tétanisés, à pas agir. C'est pas mon cas par rapport à mon parcours. Ça se voit qu'effectivement, à chaque fois quotidiennement, je me retrouve dans la merde. Mais je me retrouve dans la merde parce que justement, je suis prêt à faire face au risque. Alors, la clé, c'est justement de calculer le plus efficacement possible ce risque pour pas aller trop loin. Voilà. Et le problème, c'est que si tu veux justement savoir à quel niveau tu es, il faut que tu sois prêt parfois à aller trop loin. Ouais. Parce que si tu vas jamais trop loin, tu sais pas où elle est ta limite. Ça, c'est super important. Et donc là, on parle de dépassement de soi sur la performance. Ça, c'est quelque chose qui est pas naturel, d'aller dans le dépassement de soi, qui est difficile à mettre en place par soi-même et qui est donc plus facile si on a des personnes autour de soi et qui est fondamental puisque si tu cherches à rester dans ta zone de confort, tu vas fortement limiter ta capacité à apprendre. Voilà, donc ça, c'est des basiques, mais même si c'est des basiques, et une fois de plus, ce que je dis toujours, ce qui est important, c'est pas ce qu'on est en train de dire, la théorie, en fait, elle est très facile à obtenir. L'information, c'est pas ce qui est vital. C'est plutôt la manière dont tu vas traiter l'information, donc la manière dont elle va être prise en considération quand quelqu'un va te le dire, et la manière dont tu vas la pratiquer, donc l'exécuter. Il y a aussi quelque chose qui est super important, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la confiance en soi. C'est avoir une confiance en soi inébranlable, parce que quand tu fais face à des difficultés, c'est extrêmement facile de douter. Dans mon cas, dans absolument tout ce que j'ai fait, quand j'ai vécu la situation sûrement la plus difficile, où on n'était pas loin finalement de fermer les portes et d'être complètement ruiné, ou quand je me suis retrouvé finalement à tout perdre à 29 ans, puisque je me suis séparé, j'étais SDF et j'avais 2000 € sur mon compte, en fait, à aucun moment je me suis dit c'est foutu, en fait. J'ai jamais envisagé ou pensé que j'étais dans la merde, en fait. Je l'ai toujours pris comme, ok, c'est une étape, c'est un fait. Maintenant, comment je fais pour avancer ? Ça, pour ma part, tu vois, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais retrouver chez toutes les personnes qui vont réaliser des grands objectifs, sachant que je ne considère pas aujourd'hui que j'ai réalisé des grands objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma carrière, je la trouve assez modérée et pas en adéquation avec mes compétences réelles. Une raison à ça, c'est que acquérir des compétences et récupérer le fruit de ton travail, il y a toujours un décalage. La deuxième aussi, c'est par rapport à la manière dont j'ai géré ma carrière, c'est-à-dire que dans mon fonctionnement, et là je suis en train de le changer, c'est que j'ai tendance à aller chercher toujours le niveau de difficulté le plus élevé possible. Et prendre le niveau de difficulté le plus élevé possible, c'est rarement la meilleure façon de générer le maximum de résultats. C'est même souvent en conflit d'intérêts. Et l'objectif à ça, c'était que j'acquière un maximum de compétences et de connaissances. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans la restitution
des résultats que je suis en capacité à récupérer avec ça. Donc je n'avais pas la même stratégie. Tu vois, c'est toujours pareil, au final, il faut toujours prendre en considération le contexte pour évaluer réellement ce que la personne est capable de faire. Parce que si tu vois le mec et tu te dis, putain, il n'a pas fait grand-chose, mais en fait, ça se trouve, c'était pas son ambition, c'était pas son souhait, c'était pas ses objectifs, c'était pas sa stratégie. Complètement. Ou ça se trouve, c'est l'inverse. Le mec, il a eu beaucoup de résultats, mais en fait, il n'avait pas du tout envie d'avoir des résultats et c'est arrivé tout seul par hasard, quoi. Ou c'est arrivé par une tierce personne qu'on ne sait pas parce que c'était son associé et que c'est lui qui a tout fait. Hein. Enfin, il y a plein de différentes possibilités, différents scénarios qui peuvent expliquer ça. Donc ouais, je me souviens un peu de ta question, du coup, parce que je me suis perdu dans mes explications. Quel est en gros l'état d'esprit dans lequel tu es, le plan d'action que tu mets en place pour justement redémarrer de zéro une nouvelle industrie? Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais, bah, mais tiens, d'ailleurs, avant que tu répondes à cette question, ça me fait penser à quelque chose, ton propos, et c'est super intéressant. Là, c'est dans l'optique où tu vas analyser, ou en tout cas être témoin d'un point de vue extérieur, des performances de quelqu'un. Mais finalement, il faut être en capacité aussi de s'auto-analyser et de réussir à se connaître soi-même. Et ce fameux concept de se connaître soi-même, il y a peu de gens qui arrivent à le maîtriser. Et certaines personnes essaient de mettre en place des méthodologies, des stratégies, des choses du quotidien ou autres, et ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont pas faits pour ça, ils sont pas codés pour ça, et leur profil ne matche pas avec ça. Il y a plusieurs outils à ça pour se connaître soi-même, notamment le test MBTI, pour ne citer que ça, ou autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet pour les personnes qui nous écoutent et les aider à davantage se connaître, davantage savoir ce qui est plus, on va dire, adapté à leur tempérament, leur état d'esprit, leur schéma de pensée, leur personnalité, plutôt que d'autres choses? Toi, je suis en train je réfléchis en même temps que tu me dis ça, mais je pense que pour le coup, c'est extrêmement rare que je me retrouve dans cette situation, mais j'ai envie de donner qu'une seule réponse, et je pense que c'est important de ne pas en envisager d'autres. Alors, pas parce que j'estime que j'ai raison, hein, mais en fait, je vais expliquer pourquoi je pense à ça. En fait, si déjà il y a plusieurs possibilités, on est en train de diluer l'information, ça veut dire que ça donne la possibilité à la personne de faire un choix et donc de prendre potentiellement un choix qui ne soit pas adapté. En fait, sur la connaissance de soi, c'est quand même méga rare. Franchement, c'est vraiment méga rare d'avoir des personnes qui ont un niveau de connaissance d'eux qui est très élevé. Et c'est normal, c'est extrêmement difficile. On n'a pas de cadre de référence, on n'a pas de point de repère, enfin, à part les personnes qui sont autour de nous, mais très souvent, les personnes qui sont autour de nous sont pas loin en termes de niveau de compétences que nous-mêmes. C'est rare que quelqu'un a accès à des personnes qui ont 3, 4, 5 fois leur niveau. Donc c'est très difficile de s'auto-évaluer, aussi lié à la psychologie et aux mécanismes de défense dont on n'a même pas conscience qu'ils viennent s'activer pour nous protéger. Donc par rapport à tout ça, en fait, pour moi, il y a une seule réponse, il y a une seule façon de bien le faire, c'est de prendre une personne neutre, compétente, qu'on estime compétente, pour nous évaluer, et pas de chercher à s'auto-évaluer. Beaucoup trop difficile. Et le problème, c'est que si on se plante sur son auto-évaluation, les conséquences derrière sont vraiment désastreuses. Enfin, ça peut nous amener à faire des erreurs en boucle sur une temporalité extrêmement grande, comme des dizaines d'années. Hein. Il y a des gens, ils répètent les mêmes erreurs des dizaines d'années. Ouais, je vois, je te rejoins. Et ça revient à l'idée de trouver une bonne personne pour pouvoir se faire accompagner et pour pouvoir mettre en place ce type de choses. Ok pour ça, on en revient à la question de base initiale. Voilà, dans quel état d'esprit tu es lorsque tu vas redémarrer de zéro une nouvelle industrie pour aller, en tout cas avec l'ambition d'aller surperformer également dans celle-ci? Ouais, alors justement, la phase que je suis en train de faire, elle est importante, c'est-à-dire connaître son environnement, ce qui va permettre en fait d'acquérir un niveau de conscience. Tu sais, t'as différents niveaux de conscience. Totalement. Et si ton niveau de conscience n'est pas justement assez important, pas au niveau nécessaire pour pouvoir le réaliser, ça ne va pas marcher. Je prends un exemple concret pour que ce soit que j'ai vécu une tonne de fois pour que ce soit le plus clair possible. Quasiment tous les joueurs de poker que je rencontre qui ont cette démarche de venir discuter avec moi et qui se disent « ouais, je veux être professionnel, je veux être le meilleur, je veux faire des performances », ils ont un niveau de conscience qui est très souvent décalé par rapport à ce qu'ils croient qu'il faut faire pour être champion du monde. Mais ça, c'est pas une question de comment ça se fait qu'ils fassent cette erreur. En fait, c'est une erreur qui est naturelle. Elle est naturelle et liée par un manque de connaissances
On a besoin d'acquérir certaines connaissances pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être performant. Ben là, c'est pareil. Donc, quand je vais démarrer une nouvelle activité, comme c'était le cas, tu vois, ça fait à peu près 1 an et demi que je m'intéresse au milieu des VC, des startups, ben, je m'informe le plus possible pour comprendre mon environnement. D'ailleurs, c'est comme si tu voulais monter une boîte, faire une étude de marché. Si j'ai l'intention de monter un studio ou un VC, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la liste de tous les VC des studios, je vais aller discuter avec eux, je vais aller essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Donc pareil, si je veux faire une startup, je vais aller rencontrer des entrepreneurs et je vais essayer de discuter avec eux, leur demander quel est leur avis. Alors évidemment, je vais essayer de sélectionner des entrepreneurs qui marchent plus que des entrepreneurs qui marchent pas, mais c'est intéressant aussi de savoir ce qui marche pas. C'est-à-dire que je vais jamais me retrouver à essayer d'avoir un biais, à uniquement prendre un pool que j'estime être pertinent. Je vais aussi prendre ceux que je pense qui sont pas bons pour aller affirmer ou infirmer ce que je pensais initialement au préalable. Ouais. Parce que ça se trouve, je me suis planté. Et dans tous les cas, c'est gagnant parce que ça va me donner une clarté beaucoup plus grande en ayant un maximum d'informations. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, bah, évidemment, si tu peux t'entourer, c'est pareil. Enfin, moi, aujourd'hui, tu vois, si je veux apprendre une langue étrangère, quel que soit le projet que je vais faire, je vais, dans tous les cas, aller choper des experts pour pouvoir m'entourer avec eux et monter une équipe autour de moi, avant de moi-même monter l'équipe qui va réaliser le projet avec moi, quoi. Complètement. Donc ça fait partie de mon fonctionnement. Et c'est ce que je fais faire à toutes les personnes que j'accompagne. Tu vois, par exemple, je te parlais tout à l'heure de Maxime. Je ne conçois pas de coacher une personne en étant le seul autour de lui. Ok, je vois. Ouais. Y a une raison à ça spécifique ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'interdisciplinarité, déjà, tu peux être un mentor généraliste, c'est-à-dire être bon dans plein de domaines. Mais si tu es bon dans plein de domaines, tu ne seras pas bon dans un seul domaine. Et c'est pareil, il y a plein de choses que je ne connais pas. Et pour le coup, ce qui est super important quand tu veux mentorer, accompagner quelqu'un, c'est de comprendre quel est son fonctionnement à lui. Parce que son fonctionnement, tu vois, genre sur l'apprentissage, il y en a, ils vont être plus auditifs, plus visuels. Il y en a, ils vont avoir besoin de s'isoler dans leur coin. D'autres qui vont besoin de partager. Enfin, et pareil, au niveau de la dimension de l'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui est très émotionnel, ça va être intéressant justement de mettre en place, d'utiliser cet avantage-là et de mettre en place des outils qui permettent de pouvoir exprimer son potentiel. Et en l'occurrence, si tu te plantes sur son fonctionnement, ce qui est possible, tu vas perdre du temps et tu rates l'opportunité de le mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Alors que si tu as plusieurs personnes, tu vas pouvoir échanger avec elles et profiler bien plus efficacement les besoins et le fonctionnement de la personne. Ok, je vois. Ouais, non, tout à fait. Je te rejoins à 100% sur cette réponse. Quelle est la temporalité que tu t'accordes pour le fait de déployer et d'actionner justement ce nouveau projet ? Est-ce qu'après 1 an et demi d'intérêt, de réflexion, d'analyse, etc., l'échéance arrive à son terme et tu vas très prochainement lancer et communiquer quelque chose autour justement de ça et de ton switch entrepreneuriat, ou est-ce que tu as une temporalité plus longue justement encore pour ça, et le cas échéant, pourquoi ? Ouais, alors je pense que ce serait utopique à l'instant T d'être persuadé, convaincu que ça va être comme ça et pas autrement. Puisque comme je l'ai dit, et ça fait partie de n'importe qui va démarrer une activité quelle qu'elle soit, c'est qu'il faut passer ces fameux niveaux de conscience. Oui. Et donc là, le niveau de conscience que j'ai, il sera différent dans 1 an. Et ça se trouve, dans 1 an, je vais te dire, ça y est, j'ai l'ensemble des informations, je sais exactement quoi faire et pourquoi le faire. Donc, si je te donne une réponse maintenant, la probabilité à ce qu'elle évolue est extrêmement élevée. Mais c'est pas parce que je sais pas ce que je veux faire aujourd'hui. C'est parce que justement, c'est ça aussi l'intelligence, c'est être capable de se remettre en question et de réadapter son projet en fonction des nouvelles informations qu'on t'a données. On te donne des informations gratuitement. À toi d'en tirer profit. Si tu les prends pas en compte et tu dis non, je veux toujours faire la même chose, je m'en fous de ce que j'ai eu comme information, là, tu manques de discernement. Il y a d'ailleurs une situation concrète que je trouve très drôle dans certains podcasts qu'on peut retrouver, qui n'est pas chez toi d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi tu le fais. Souvent, les gens posent comme question, c'est quoi tes regrets ? Et la majorité des invités disent, j'ai pas de regrets. Parce que, d'ailleurs, très souvent, la raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce que si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là.
Bah ouais, mais le truc, c'est que si t'avais pas fait ça, t'en serais peut-être plus loin, sûrement plus loin. Et ça me paraît compliqué. Alors après, regret, remords, on pourrait jouer sur la définition des termes. Peut-être que regret, c'est très souvent vu comme une connotation négative, et c'est la raison pour laquelle souvent les gens n'osent pas dire qu'ils ont des regrets, ou en tout cas se retrouvent à avoir l'impression qu'ils n'ont pas de regrets. Moi, toutes les situations où j'ai fait des échecs, si je peux revenir en arrière et ne pas les faire, je vais revenir en arrière et ne pas les faire. Ça voudrait dire que je ne prends pas en considération l'expérience et les connaissances que j'ai apprises. Donc ça n'a pas de sens. Et évidemment, l'hypothèse qu'il y a ça, c'est parce que justement, c'est difficile de dire qu'on a des regrets ou des remords, peu importe la manière dont on veut le parler. Donc ça, pour moi, c'est super important de savoir qu'effectivement, on évolue et on a le droit de changer. Ouais, complètement. Tu poses une bonne question, ou en tout cas, tu poses une bonne analyse, le fait de mettre en exergue le fait que je ne pose jamais cette question, alors que c'est vrai que c'est une question que souvent les gens posent. Et je saurais même pas dire pourquoi je la pose pas. Peut-être qu'elle a très peu d'importance en fait pour moi dans mon spectre d'analyse d'un individu, de son parcours et de ses capacités à avoir réalisé ce qu'il a réalisé lorsque je l'interview. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Un autre point, du coup, on arrive au terme de cette interview. Et j'ai adoré partager ce moment avec toi et cet épisode. Il y a énormément de pépites qui ont été délivrées. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les plateformes de podcast, n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, à nous mettre un like et les 5 étoiles et l'avis ou le commentaire directement sous la vidéo. Je pose souvent cette question aux personnes qui sont présentes avec nous. Parmi tout ce que tu as partagé, s'il y a une chose, s'il y a quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que tu as envie de partager et qui a créé le plus gros déclic, la plus grosse transformation, que ce soit personnelle ou professionnelle, ça peut être une situation, ça peut être une citation, ça peut être peu importe, mais vraiment quelque chose qui a marqué ton existence et que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent en guise de leçon, en guise de prise de conscience, peu importe, et qui marquerait du coup, qui serait un petit peu la cerise sur le gâteau de cet épisode, si on veut. Ta carte blanche. Ouais, alors si je suis en adéquation avec moi-même, vu que j'ai parlé du mindset, l'état d'esprit il se construit avec l'ensemble des expériences qu'on a vécues et surtout les premières expériences qu'on a vécues, donc notre enfance, adolescence et le début de l'âge adulte. Et pour le coup, par rapport à ça, ça va avoir un impact majeur sur nos valeurs. Alors effectivement, il y a différents mouvements de pensée, c'est-à-dire, pour le coup, je ne suis pas du tout expert là-dessus, je m'y informe et j'écoute les experts. Et donc effectivement, il y a deux mouvements sur le fait que les valeurs sont soit naturelles, soit se construisent avec le temps. Il y a des chances que ce soit nuancé, que ce soit les deux. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit sur l'évolution des enfants où à la base, ils ont une certaine attitude et un certain comportement et ils évoluent. Donc il y a quand même de fortes chances que tout ne soit pas ancré dans le marbre et qu'on ait justement une liberté de pouvoir être une personne qu'on a envie d'être. Et en l'occurrence, par rapport à ça, la meilleure façon de le traiter, c'est justement de s'intéresser dans le domaine psychologique et d'être suivi psychologiquement. Alors ça, c'est pareil, une fois de plus, c'est encore mal vu. Quelque chose sur lequel je ne sais pas encore... moi, je vois des professionnels et je travaille dans mon domaine psychologique pour moi perso, si tu veux. Mais d'un point de vue théorique, c'est assez lourd et ça prend du temps, c'est chronophage. Je ne l'ai pas encore fait au niveau que j'aimerais le faire, tu vois, mais pour moi, c'est indispensable aussi dans le domaine du coaching et de la performance. Quand j'étais, j'en ai pas parlé, mais j'étais avant athlète de haut niveau dans le parapente, j'étais dans un centre de formation jeune adolescent à 15 ans, donc je rentrais que les vacances, et encore les vacances, des fois on avait des stages, donc j'étais dans un environnement de performance depuis que je suis très jeune. Et pour le coup, justement, on avait une psychologue, mais c'était une psychologue plus pour les risques, etc. Enfin, c'était assez léger, mais ça m'a permis justement, par la suite, de faire appel à des psychologues professionnels. Et tu vois, ça doit faire à peu près 7 ans cumulés, alors avec des phases où je n'ai pas eu de psy, mais 7 ans cumulés où j'avais des interactions avec des professionnels qui étaient dans ce domaine-là. Et c'est super important parce que, justement, on parlait aussi de connaissance de soi. Comprendre comment on prend nos décisions, c'est très lié avec ce qu'on a vécu dans le passé. Encore plus s'il y a des traumas, mais même s'il n'y a pas de trauma, parce que très souvent on dit je vais voir un psy, j'ai un problème. Mais en fait, pour moi, l'objectif principal, c'est pas je vais voir un psy parce que j'ai un problème.
C'est je veux comprendre comment s'est construit mon identité, qu'est-ce que j'en fais derrière avec ça. Est-ce que mon identité me convient? Est-ce que j'ai envie de la mettre en adaptation, en adéquation avec ce que j'ai envie de faire demain? Et donc, pour ça, ça me semble super important. Évidemment, ça a un coût, mais c'est un coût qui est beaucoup plus faible. Enfin, ça reste de l'argent, tu vois. Mais en termes d'investissement, ça peut vraiment changer la vie des gens. Et malheureusement, ceux qui ne réussissent pas leur projet professionnel, c'est quasiment systématique. Il y a une problématique qui est liée au domaine psychologique. Complètement d'accord. Complètement d'accord, je ne saurais dire mieux. Merci pour ça, merci pour cet échange. C'était vraiment un plaisir de faire ce podcast et cet épisode avec toi. Et j'espère que tu as eu autant de plaisir à le vivre que je n'ai eu à l'animer. Et puis on se dit à très bientôt. J'ai hâte de suivre également toutes tes aventures par la suite. Et il y aura tous les liens pour te retrouver également sous cet épisode comme à chaque fois. Ouais, on pourra regarder cet épisode dans 10 ans. Et à mon avis, le résultat sera très sympa. Ouais. Avec plaisir. Merci Alec pour ce moment. Merci.